Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la causerie avec François Lubineau. Salut François. Salut Val, merci. Euh, Très heureux d'être là avec toi. Moi aussi, très heureux. En plus de ça, on peut remercier, on peut faire un petit clin d'œil à Andy Hans Ouais, qui nous a mis en relation, qui a fait la passe décisive. ouais, j'avoue, quand j'ai écouté le podcast à la fin, il m'avait dit bon, écoute, et j'étais super, enfin, ouais, je peux dire assez ému quand même qu'il fasse sa petite passe décisive. Donc voilà, on va essayer de partager et puis de représenter un peu le monde amateur. Trop bien. La première question que je pose à tous les invités, j'aime bien faire ça, François, c'est toujours de demander à l'invité de me définir le basket avec trois mots et d'expliquer le choix de ces mots-là. Alors le premier qui me vient, moi, c'est passion, parce que c'est une grande passion et j'ai l'impression que plus j'avance dans l'âge, plus cette passion grandit. Parce que ça m'ouvre tellement de choses, ça me fait rencontrer tellement d'autres personnes différentes autour du monde que c'est juste formidable, quoi. Après, le deuxième, je dirais jeu plaisir, parce qu'il faut oublier que c'est un jeu et qu'on est là pour s'amuser. Et que ce soit chez les tout petits, que ce soit chez les pros. Donc ouais, c'est important de s'amuser, surtout en ce moment. Et le troisième, je dirais hum, collectif, parce que je pense après la cellule familiale, c'est le sport collectif, c'est la deuxième endroit où en fait on apprend à vivre ensemble. Donc tu dois trouver ta place, faire confiance à l'autre, trouver un rôle, oser. Donc comment finalement on arrive à vivre ensemble. Donc Ok, voilà, trop c'est ça bien. les trois mots. Bah écoute, moi qui suis de la région toulousaine, sur les bus du stade toulousain, il y a écrit jouer nous fera toujours grandir. Ça résume bien l'ensemble. Maintenant, comme c'est une histoire de personnes, ce podcast, d'individus, moi j'aime bien avoir un peu l'historique de la personne que j'ai en face de moi. François, est-ce que je peux te laisser au micro d'Atome Basketball te raconter un peu? Ouais, je vais essayer, on va faire court. Alors, je suis François Lébineau, j'ai 46 ans. Moi, je viens de la région parisienne. Le basket a plus ou moins toujours fait partie de mon quotidien. Enfin, je crois le premier ballon, j'ai touché à 6 ans, mais j'ai pas du tout aimé. Mon père en faisait beaucoup. Je me souviens encore qu'il me parlait de ces tournois en Hongrie par le travail, parce qu'il travaillait à la Poste. Et puis j'y suis revenu, alors j'ai fait du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait un peu d'athlé. Et puis j'y suis revenu vers la cinquième, quatrième. Tu vois, c'est un peu la période, je suis la génération Michael Jordan, Dream Team, de l'explosion de la NBA en France, les premiers matchs sur Eurosport, Canal+. Et donc, depuis, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Donc, j'ai commencé dans mon club de ma ville, à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92. Après, j'ai fait un an à Levallois, à l'époque des Stansbury, Michael Brooks. Donc, ça commence ouais, ça fait longtemps là, parce que c'est l'année où Limoges a été champion d'Europe en 1993. Oui, Donc, tu vois, ça effectivement. commence déjà à faire. Et puis, moi, j'étais à 13-14 ans, je jouais tous ces joueurs qui étaient hyper accessibles, quoi. Et puis bah, j'ai continué à jouer pendant mes études de kiné. Après, il y a eu une petite phase au moment où j'ai commencé à rentrer dans la vie active, ben, j'ai arrêté parce que ben, tu as trouvé un nouvel équipe à trouver. Et j'ai repris finalement le basket quand j'ai déménagé dans la Drôme, quand ma fille, en fait, ma première fille, a voulu en faire. Donc je voulais pas en faire parce que je voulais plus cette contrainte d'entraînement, de matchs le week-end. Et puis je me suis laissé embarquer. Depuis 10-11 ans maintenant, je suis pas mal investi dans mon club de Pigro, enfin, pas Pigro la classe, le basket club Pigro dans la Drôme. Bien, on a un petit portrait en plus, on va pouvoir étayer, on va pouvoir digresser un peu sur ton parcours. Tu l'as dit, il me semble, mais du coup, t'es kiné. Moi, je me suis noté une petite question, j'ai vraiment mis une petite question avec écrit euh, euh, qu'elle était un peu enfantine, François, mais c'est quoi être kiné? Moi, j'avais envie qu'on parle un peu de ça et que tu me définisses un peu ce que c'était comme profession en fait. Alors, c'est quoi être kiné? Hum, En général ou ma vision de la kiné? Bah moi je veux la tienne. C'est une histoire d'individu Alors atome maintenant, donc. je me définis même plus comme un kiné, je me définis comme un thérapeute ou un accompagnant. En fait, je suis là pour accompagner des gens qui ont une problématique et leur partager en fait ma vision des choses sur le corps humain. Euh, sans être critique, aujourd'hui, la médecine ou le soin, c'est assez fractionné. On est beaucoup en silo. Tu viens pour une épaule, je soigne l'épaule. Tu as un problème de genou,
tu as sonné le genou. Tu as un problème cardiaque, tu as ton cardio. Si tu dis que tu as mal au dos, il va te dire, bah, va voir ton rhumato. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de considérer l'individu dans sa totalité. Et moi, j'essaie en fait, donc j'ai eu ma formation kiné. Après, j'ai essayé d'aller voir d'autres formations en thérapie manuelle, en posturo, un peu de médecine chinoise, travail sur le fascia, et d'avoir une vision un peu plus globale de l'être humain, parce on accompagne un individu pour l'emmener vers le mieux-être. Donc je dirais qu'aujourd'hui, moi, ma profession de kiné me permet d'accompagner des gens et essayer de leur donner des outils pour qu'eux aillent vers le mieux-être, parce que ça reste un individu dans son ensemble et pas juste une partie d'un corps. Presque autonomiser un peu le soin, en fait. Exactement. Ok. C'est ça. C'est qu'en fait, je suis pas la solution, je vais t'emmener vers la solution et trouver tes propres clés qui vont te permettre, toi, en fait, d'être bien. Ok. On dit, il y a ce proverbe chinois qui dit, quand tu vois quelqu'un mourir de faim, tu donnes pas à manger ou à boire, tu l'apprends à pêcher, tu l'apprends à chasser. Comme ça, il devient autonome. Ouais. Donc c'est un peu cet état d'esprit, quoi. Ok, trop bien. J'ai donc la deuxième question, on va dire, pour ouvrir le corps du podcast, c'était quel lien, pont, connexion, enjeu commun tu peux voir entre ta profession de thérapeute, du coup, et ton activité bénévole en tant qu'entraîneur de basket. Bah, alors, pour reprendre le mot, l'autonomie, l'exploration, la conscience du corps, c'est vraiment les ponts que je vois qu'il y a entre ma profession de kiné et le fait de coacher. Bah, là, on parle de basket, mais je pense de manière générale quand tu es intervenant, encadrant, éducateur dans le monde sportif, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est comment on amène les athlètes qu'on accompagne vers une autonomisation, vers une découverte de leur corps, vers une, comment dire, vers une prise de risque d'essayer, en fait, d'apprendre et de se découvrir, au final. Ok. Et du coup, on a plein de sujets en plus, on va pouvoir aller sur différents sujets. Pour l'instant, je veux qu'on reste un petit peu là dans ces aspects du coup de la profession de kiné, même les enjeux qui peuvent être inhérents à la pratique sportive. Mhm. En préambule du podcast, tu m'as donné un peu de lecture. C'est Du ça. coup, j'aimerais qu'on revienne sur un truc et qu'on en parle un petit peu. Tu m'as donné à lire le plaidoyer pour un modèle sportif centré sur les besoins de tous les enfants au service de l'excellence, de la santé et du bien-être. Donc un document en français que je pourrais partager aux auditeurs s'ils sont intéressés. Allez, j'invite tout le monde à lire ce plaidoyer. Je l'ai eu grâce à un prépa physique dans le Sud, Pascal, rencontré sur une formation justement. Et je pense que c'est un des textes que tous les éducateurs, même les parents, devraient lire. Et du coup, ce texte-là amène, du coup, on va isoler juste une partie, mais amène un enjeu sur donc, le plaisir dans la pratique, mais aussi un enjeu sur le fait de spécialiser, la spécialisation dans le sport. Moi, j'ai envie qu'on aborde un petit peu ça, bon, volontairement et peut-être de manière un peu clivante, je vais dire, bah, on voit qu'aux États-Unis, les athlètes font plusieurs sports en même temps et que en règle générale, les basketteurs pros en tout cas, on va rester dans le milieu du basket, ont toujours fait autre chose à côté et se sont spécialisés assez tard. Du coup, moi, j'ai envie qu'on aille sur le terrain de la spécialisation un peu, que toi, tu amènes ton regard en tant que professionnel de la santé là-dessus. Quels sont les enjeux dans le fait de pas forcément se spécialiser trop tôt. Et j'ai même envie de te dire, pour aller un tout petit peu plus loin, faire plusieurs sports en même temps, moi je peux considérer dans le milieu amateur pour une famille que ça peut être coûteux d'avoir plusieurs licences. Par contre, c'est peut-être une adaptation des entraîneurs, par exemple au basket, et Exactement. peut-être de se dire est-ce que je ne fais que du basket, est-ce que je peux amener une coloration autre. Donc quels sont les enjeux là dans le fait de ne pas forcément se spécialiser et pourquoi ne pas forcément se spécialiser extrêmement tôt? Alors, je pense, il y a différentes choses dans ta question. Le premier postulat qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression, parce que je commence tôt, je vais performer. Je pense. Dans l'inconscient de beaucoup de personnes, je pense qu'il y a ce constat à faire. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. Parce que quand tu prends le développement moteur d'un enfant, en fait, l'enfant, il est en construction, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau neurologique, que ce soit au niveau cognitif. Donc le fait, moi, avec ma vision basket, si tu fais toujours le même geste très tôt pendant longtemps, bah, à terme, tu vas t'user, en fait. D'une part, et tu vas pas pouvoir nourrir ton système nerveux, ton système cognitif,
sur d'autres capacités motrices que tu pourrais développer en faisant 2 sports différents, tu vois? Mm. C'est vrai qu'on a l'impression, on est dans le sport, même amateur, on veut beaucoup spécialiser parce qu'on veut trouver des talents, les former pour pouvoir performer. La question que je viens de dire, c'est est-ce que c'est intéressant de gagner en U11, U13, U15 ou c'est intéressant de gagner plus tard? Mm. Si on est dans la performance. Donc ça, c'est un premier élément que je peux te donner. Après, le fait de croiser en fait les sports, et ben, comme je te disais, tu développes vraiment plein d'adaptations motrices. Donc, ce qui va te permettre en fait de pouvoir, alors je sais plus, il y a des études, hein, je les ai plus en tête, mais le fait de croiser, il y a ce qu'on appelle les sports transferts. C'est le Mhm. fait de développer une capacité dans un sport va permettre de développer une autre capacité dans le sport que tu pratiques. Ouais, je crois qu'Andy, dans le Oui, podcast, il on m'avait parlé de sport d'honneur. voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Donc ça, c'est hyper important et moi, je sais que j'interviens beaucoup sur les U9, U11 et maintenant U13. Moi, je les invite à faire d'autres sports et même je les invite parfois à arrêter le basket et peut-être qu'ils reviennent 1 ou 2 ans après pour voir différentes choses. Ok. Et Parce que comme Roman, il a commencé le basket à 18 ans. On a aussi un joueur français qui je vais manger son nom, qui a été drafté là cette année. Il a Johan commencé Béringer, à qui Minnesota. jouait, qui jouait en Lituanie, l'année dernière et qui a été drafté. Il a commencé à 15 ans. Mm. Il faisait du foot. Est-ce que ça empêche de performer? Non. Et ça veut dire que, pour rentrer peut-être un peu dans des schémas plus... Enfin, en parlant un peu du corps humain, ça veut dire quoi pour le vulgariser un peu? Ça veut dire que faire d'autres sports, ça va donner d'autres mouvements? Exactement. En Ok. fait, ça va permettre à ton corps d'explorer plein de possibilités. Quand on reste sur un même sport, on va quand même rester sur des schémas moteurs qui sont assez similaires ou assez proches. Même si, après, on pourrait entrer en détail, le même geste n'est jamais identique. C'est la répétition sans la répétition. C'est que même si on a l'impression que c'est toujours la même chose, c'est faux. C'est toujours différent. Et ça permet vraiment d'ouvrir le champ des possibles et le champ de la motricité. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Et comme tu disais, je peux comprendre que ben, si tu as 3 enfants, moi j'en ai trois, et si chacune fait 2 sports différents, ça a un coût financier. Donc après, c'est à nous, comme tu disais, en tant qu'encadrant, éducateur, coach, comment on peut apporter d'autres activités. Moi, Ouais. je sais, sur mes échauffements, bah, parfois ça peut être du hand, parfois ça peut être, j'appelle ça du foot-basket, euh, pour varier en plus. Parce que sinon, on tombe toujours dans une certaine routine, qui n'est pas négative, la routine, mais qui reste en fait peu, au bout d'un moment, qui nourrit un peu moins, parce qu'on reste Mhm. toujours sur la même chose. Donc le fait en fait de temps en temps changer, varier, avoir un autre accessoire ballon, et ben tu vas emmener l'enfant à découvrir autre chose. Au début, peut-être qu'il aura du mal, mais en fait, le fait de découvrir autre chose va stimuler son système nerveux, va développer son cortex et de nouvelles connexions motrices, et donc après, va développer des capacités motrices par la suite. Ok. Trop bien. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, Nous, en tant que coach, parce que ben, on se creuse les méninges, on essaie de trouver d'autres choses, et c'est stimulant, je trouve. ouais, ah bah, absolument. Je trouve que puis il y a un enjeu aussi de se challenger. Bon, on en parlera un peu après parce que sinon on va faire une transition trop rapide. Donc là on a ouais une petite introduction sur l'importance en fait de varier Mm. nos pratiques. C'était pas du tout dans les questions. Tu vois, je regarde le script en même temps. C'était pas dans les questions, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du travail du coup pour ramener de la connexion avec Andy que tu as pu faire? Je sais qu'hier soir, tu étais au match de Lyonceau, donc de la Nationale 1. Est-ce que tu peux parler un peu du travail, toi, en tant que kiné, que tu as pu faire avec Marc Gosselin? Alors, Andy, nous, enfin, pour faire très court, il y a 3 ans, moi, je me suis fait opérer de la main, donc en arrêt pendant 5 mois. Donc les 15 premiers jours au fond du trou, grosse déprime, parce que je suis un peu hyperactif. Et en fait, j'ai essayé de mettre ce temps à partie et bah, j'ai gratté un peu partout sur Internet. Je reprenais le coaching au sein de mon club, parce que ma petite dernière était commencé sa deuxième année en U9. Et comme ils avaient besoin de monde, j'ai dit, bah, je reprends, parce que j'avais entraîné mes 2 grandes pendant 3 ans, mais bon, le planning était pas, était un peu compliqué à cette période-là pour que je puisse continuer. Et donc, j'ai cherché ce qui se faisait un peu de manière différente. Et donc, j'ai vu ce que faisait Andy, j'ai vu ce que faisait Alex Sarama, on pourra en parler plus tard aussi. Et pour le coup, ça fait 2 ans qu'on est un peu en contact régulier avec Andy. J'aime beaucoup son contenu, parce que finalement, il prend tous ces aspects un peu neuromoteurs,
l'abord de la tête dans son ensemble pour pouvoir performer. Bon, après, il y a un objectif aussi de sport haut niveau. Et donc, à force d'échanges, j'ai été invité à intervenir l'été dernier sur un accompagnement qui s'est avec Marc, plus sur la partie motricité, soins kinés. Donc, je suis monté à Lille. Et donc, moi, on a essayé de faire un travail, en fait, d'abord d'observation, voir ce qui en était. Et puis, moi, j'essaie simplement d'apporter des petites pistes sur. Il y avait plus un travail sur le travail de mobilité, de réactivité, et puis un peu de récupération, parce qu'il était en fin de prépa. Et donc, on a fait un travail également à la fois, donc, comme je disais, sur la motricité, sur la mobilité, et à partir des fascias. Les fascias qui, en ce moment, on en parle énormément et qui sont, je pense, pas l'avenir, mais un nouveau paradigme pour aborder le corps humain. Ok, et tu peux peut-être nous en parler un peu? Parce que du coup, moi, ça me fera une transition, les fascias, le fait de ne pas travailler en silo, tu vois, j'ai un peu préparé le podcast quand même. Mais Alors, le fascia, ouais, pour essayer d'être succinct et clair, il faut imaginer une toile d'araignée qui parcourt l'ensemble du corps. Mhm, Un peu le principe de biotenségrité. C'est-à-dire que tu as un équilibre des forces qui fait notre corps, en fait, c'est pas que du muscle et des os. C'est très réducteur. Bon, ça a commencé comme ça dans les années au XVIIIe siècle, mais c'est assez réducteur aujourd'hui. On se rend compte que le fascia a une grande, grande importance dans le fonctionnement du corps humain. En gros, quand tu vois le pilon de poulet, le petit filament tout blanc, mhm. c'est ça le fascia. Sauf que c'est pas juste quelque chose qui entoure les muscles, c'est quelque chose en fait, qui va de la superficie à la profondeur. Et c'est pour ça que lorsque tu tires ta peau, elle retrouve sa place. Elle reste Mhm. pas étirée. Ou que lorsque tu contractes un muscle, toute ta peau ne bouge pas. Parce qu'en fait, il y a une absorption des forces qui fait qu'en fait, ton fascia, ton muscle va bouger en dessous, mais le fascia va absorber cette force-là et ces mouvements pour garder une certaine stabilité au niveau de ta peau. Ok. En fait, le fascia, c'est un lien de tous les éléments du corps. Exactement. Ça lie tous les éléments du corps. Et on est encore en pleine recherche sur comment fonctionne le fascia. Ok. Il y aurait même une action au niveau hormonal, au niveau neurologique. Il y a une action tissulaire, vasculaire. Enfin, c'est vraiment tout un champ à explorer. Et Ouais. pour ceux qui sont intéressés, en France, on va dire le père du fascia, c'est Dr Guimberto, qui en fait, qui était chirurgien, et qui pendant ses opérations a enregistré en fait avec une caméra sous la peau et qui a mis en place le fascia. Ok. Et il y a Ok. vraiment, pour faire transition sur l'histoire du silo, justement, il y a vraiment un parallèle entre ce qu'on peut voir au niveau du micro et par rapport au macro. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de gestes qui sont jamais les mêmes, Mhm. répétition par répétition. Bah, par exemple, si je fais une flexion du coude, mon fascia en dessous ne va jamais bouger de la même manière. Ok. C'est plein de filaments qui vont bouger, c'est des fibres qui vont se former, qui vont se scinder en deux ou qui vont se fusionner, mais sur le même mouvement, il ne va jamais bouger de la même manière. Et tu vois, ce parallèle entre le fait de faire un shoot qui apparemment est le même, n'est jamais exactement le même, et de le retrouver au niveau du macro et au niveau du micro, de savoir que son corps aussi à l'intérieur fonctionne comme ça, je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, bah, j'ai pu lire aussi un petit peu du coup en m'y intéressant, on s'était vu au téléphone avant le podcast, mais que en fait le fascia ça ramène une approche un peu plus holistique du corps, c'est-à-dire que quand on a un endroit qui est blessé ou sur lequel on a par exemple une tendinite, Mhm. en fait cette notion de fascia, est-ce qu'une tendinite du coude ça se soigne pas au niveau de l'épaule ou au niveau de... Exactement. Partie visible de Et... l'iceberg. Parfois, en fait, la douleur ou la problématique au niveau articulaire que l'on voit à un endroit, bah, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il faudrait peut-être chercher en dessous. Et je te dirais, tu peux faire une expérience très simple, hein. Tu tires sur ton t-shirt d'un côté, Mhm. donc je tire en bas. Qu'est-ce qui se passe sur le côté opposé? Si tu regardes ton épaule gauche, ça craint. Ouais, ça se met en tension. Voilà. Ouais, ouais, ok, donc les fascias c'est comme un t-shirt qu'on tirerait. Un saisir, c'est pas parce que j'ai un problème en bas à droite qu'il n'y a pas d'action autour. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que Dr Gamberto, il te dit qu'au niveau de lui, l'importance des thérapeutes, quels qu'ils soient, ostéo, chiro, kiné, en fait, on est tous là pour accompagner les patients. Et le travail est primordial puisqu'il faut travailler sur ce fascia. Ouais, et bah tiens, c'est intéressant, ça fait un autre petit moment qui n'était pas scripté, mais du coup, dans cette notion de fascia, par exemple, quand tu travailles avec Marc, ou même, là, je vais te prendre, on va dire, une conception un peu plus générale, mais euh,
Ça peut expliquer parfois cette notion de tout est en lien avec le corps. Quand on voit par exemple un joueur, sans vouloir mécaniquement que ce soit tout parfait, tout aligné, mais on peut analyser parfois que le tir ne part pas bien. On se dit que le tir, c'est un exercice de bras, Mhm. ce qui n'est pas vraiment le cas, ou en tout cas la force on va pas la chercher dans les bras, et au final on va dire ah il est un peu court, pas comprendre, et en fait on se dit mais non attends, en fait je vais regarder peut-être l'écartement des pieds quand il tire, Exactement. des choses comme ça, en fait ce lien de tout est corrélé quoi. Son équilibre. Imagine, il n'a pas un bon équilibre ou il a un équilibre instable. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un phénomène de compensation. Il va vouloir générer plus de force, par exemple, au niveau de ses appuis pour pouvoir compenser. Donc, cette nécessité de développer plus de force au niveau des appuis va entraîner une compensation peut-être au niveau du bassin. Et finalement, il va devoir ajuster son shoot au final pour terminer son geste. Donc, c'est énergivore. S'il fait au début, peut-être qu'il va pouvoir compenser, mais le principe de la compensation, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus compenser. Mhm. Et c'est là, parfois, où la blessure arrive, ou la perte d'efficacité en match arrive aussi. Ouais. Donc, finalement, comment j'arrive à normaliser, rééquilibrer l'ensemble pour que toute mon énergie, il y ait une forme de symbiose, de fluidité dans l'ensemble du geste et du mouvement pour rester performant le plus longtemps possible. Mhm. Et pour rester en santé. Ouais. Parce que là, on parle de performance parce qu'on parle de sportifs professionnels. Mais pour nous, au quotidien, c'est d'être en santé. Je dirais c'est la même abord pour la secrétaire ou la personne qui fait un mouvement répétitif 8 heures par jour. Mhm. Comment finalement, en fait, on peut moduler ça pour que non seulement le fait de faire, d'alterner différents mouvements, on ne va pas forcément user les mêmes structures et comment on peut normaliser pour justement que ce geste soit le plus performant possible en étant le moins énergivore possible. Ouais. Bah, c'était l'enjeu aussi d'une autre étude que tu m'as envoyée, qui était, il me semble, Repetition Without Repetition, que j'ai lu. Répétition sans répétition. Bon, alors qui était en anglais, moi j'ai pas tout compris, mais il y avait des choses intéressantes. Ça parlait d'un lanceur, notamment au baseball par exemple, qui en fait en revenant de blessure, il va changer son geste par exemple. En étant kiné, moi j'en ai souvent entendu parler de gens qui font du tennis, le fameux tennis elbow, il me Ouais, semble. Euh, c'est ça. et donc en C'est fait, une tendine c'est une tendine du coude, en gros, pour ok, faire simple. ok. Et donc là, les enjeux, et c'est bien, ça va nous faire doucement transiter vers un aspect très centré basket, mais du coup, les enjeux dans ces cas-là, comment est-ce que tu abordes par exemple une blessure qui est liée à la répétition d'un même mouvement? Est-ce qu'on va changer le mouvement? Est-ce que du coup, on va jamais faire le même? Alors, tu m'as dit qu'on faisait jamais le même, mais tu peux y avoir la répétition sur un même schéma, un même pattern peut-être moteur. Comment est-ce qu'on aborde ça? Et ouais, ça m'intrigue. Alors moi, là, pour le coup, je vais vraiment parler de ma part kiné. Un sportif qui va arriver avec une pathologie, on va dire, d'usure, entre guillemets. Mhm, Déjà, on va travailler sur la structure du tissu. Donc, on va essayer d'apaiser. On va travailler les trucs classiques, hein, on va dire étirement, renforcement, même si c'est un peu plus. Pour moi, en tout cas, c'est un abord un peu différent, mais pour faire très simple pour les auditeurs et auditrices. Et puis après, on va essayer de. Moi, ce que je fais, c'est que je donne des mouvements à faire pour en fait varier. Parce que tu vas pas dire d'arrêter de faire du tennis si c'est un tennisman. mhm, Par contre, je vais lui donner une routine de mouvement qui va permettre en fait de réintroduire le coude dans des mouvements globaux au niveau du corps et pour aller chercher d'autres amplitudes, d'autres choses pour contrebalancer le fait qu'il s'entraîne de manière euh, spécifique sur tel ou tel geste. ok. Donc ça peut être des mouvements, moi je m'appuie beaucoup sur le développement moteur de l'enfant, Mhm, qui différents stades. On va dire au début, un bébé quand il naît, il respire et il bouge les yeux. mhm, Donc en fait, ça va stimuler son système nerveux qui va développer sa motricité. ok. Et puis après, au bout d'un moment, il va découvrir le retournement. Donc il va se retourner. Donc de nouveau, il va commencer éventuellement le ramper, etc. Donc on a la respiration, on a le mouvement des yeux, on a le retournement. Puis après, il va commencer à découvrir qu'il peut pousser sur ses bras et se mettre en position quatre pattes. Et puis il va se bercer un peu. Et il va commencer à vouloir initier le quatre pattes. Donc le dernier mouvement, les mouvements croisés. Donc en fait, je reprends toujours ces cinq phases, la respiration, le mouvement des yeux, les retournements, les balancements, les mouvements croisés. Je veux dire, c'est le fil conducteur dans ma rééducation, dans mon approche en fait rééducative. On va toujours essayer de repasser par ces phases-là,
qui sont à la base en fait de notre motricité, qui sont à la base de notre développement moteur. Et donc, si aujourd'hui on marche, c'est parce qu'on est passé normalement plus ou moins par ces différentes phases. Alors Ok. parfois, on peut en sauter certaines. Il y a certains enfants, ils sont sur le ventre et ils marchent tout de suite. Et ben on repasse par ces phases-là. Parce qu'il y a des choses en fait qui n'ont pas forcément eu le temps de maturer et qui ont besoin parfois d'être restimulées pour trouver cet équilibre global. Et de manière globale, dernière question hors script, et après on transite si on va parler un peu de Transforming Basketball. Euh, Moi, j'ai une question. J'avoue que en étant moi-même éducateur sportif, parfois j'ai aussi un peu une inquiétude. Est-ce que tu vois, au fur et à mesure de l'évolution là, un ralentissement des aptitudes motrices ou pas chez les jeunes? Je trouve qu'on perd, ça devient très pauvre au niveau moteur. Et moi, je le vois dès sur des U9, tu as une perte du mouvement croisé, tu as une perte de la latéralité. En fait, le fait de pouvoir être plus ou moins habile des deux côtés du corps, même voire d'avoir une méconnaissance d'un côté du corps. Donc, il n'y a que le côté dominant qui fonctionne. Moi, je vois beaucoup, par exemple, sur la course en marche arrière, ils ont du mal. Même aujourd'hui, faire des galipettes ou des roulades avant ou roulades arrière, il y a certains enfants, CE1, CE2, on va dire l'école primaire, qui ont du mal. Donc ouais, je trouve qu'il y a un appauvrissement au niveau de la motricité, parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus sédentaire qu'avant. Ok. La problématique aujourd'hui, c'est ça, comme tu parlais d'enjeu, et c'est pour ça que ce plaidoyer est vraiment important à lire. On a besoin aujourd'hui de remettre la population générale et les enfants en particulier en mouvement. Mais ça peut être juste simplement aller au parc et grimper sur les jeux, hein, enfin grimper aux arbres, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin et d'avoir un programme, hein. Juste bouger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les écrans ont pris beaucoup, beaucoup d'importance dans le quotidien. Alors, c'est une superbe source, hein, mais il y a un équilibre à trouver en fait. Ok. Oui, donc il y a aussi des enjeux, même quand on parlait un peu de spécialisation et autres. En fait, le fait d'ouvrir à d'autres mobilités, c'est presque un enjeu de santé qu'on a, nous, sur un terrain de basket, quoi. On est fait pour bouger. Le corps humain est fait pour Ouais. bouger. Ok. Le mouvement nourrit. Alors, comme je dis souvent à mes patients, vous prenez le temps de dormir, prenez le temps de manger, prenez le temps de boire. Eh ben, il faut aussi prendre le temps de bouger parce que ça nourrit. On nourrit notre système nerveux. Bien. Bon, on a eu un bon. Là, on a eu 25 minutes sur lesquelles, du coup, on a parlé un peu de la kiné, de choses peut-être un peu techniques. Moi, je suis content de te recevoir, François, dans le podcast aussi, parce que tu fais partie d'un. Je sais pas si on peut dire un mouvement. Moi, j'ai envie de dire mouvement sur le coup, mais ou en tout cas euh, d'un petit collège de coachs qui ont commencé Transforming Basketball. Alors, Transforming Basketball, avant qu'on en parle, moi j'invite tout le monde, si vous voulez mettre sur pause le podcast, allez voir. Bon, on a dit que les écrans étaient un peu trop présents. Là, je vous invite à ouvrir peut-être Instagram, X ou même YouTube. Moi, la première fois que j'ai découvert ça, en ayant peut-être été formé avec une approche du coaching traditionnelle, ce qui n'est pas forcément péjoratif, mais ce qui est une Ouais, approche. exactement. Moi, je tiens à le préciser quand même dans la discussion qu'on va avoir ensuite. Hein, c'est pas dire que ce qu'on faisait avant était mauvais ou autre, c'est dire que Exactement. ça a évolué. Il faut Euh, sortir du truc bien ou mal, en fait. ouais, du, On a à apprendre de tout. Par contre, c'est important d'être ouvert à tout et de se dire qu'est-ce qui me parle déjà, parce qu'on a tous notre histoire personnelle. Et ce qui me paraît valable pour moi ne sera pas forcément la même chose pour toi et vice-versa. Par contre, c'est important de rester ouvert, de dire OK, essayons et voyons ce que ça donne. Enfin, moi, je suis vraiment pour l'expérimentation et d'essayer, quoi. Donc j'invite tout le monde à essayer d'aller regarder un petit peu les contenus Transforming. En plus de ça, il y a un article, et ça pour le coup, il faut le souligner parce que c'est peut-être une assez grande avancée aussi, un article qui est paru dans le New York Times via The Athletic qui parle de la méthode CLA, qui est la méthode Constraints Constraint Led Approach. Led Approach. Donc on va pouvoir y revenir un peu, mais du coup, François, moi j'aimerais que tu me parles un peu de cette histoire que tu as avec Transforming Basketball, et ensuite on va rentrer un peu dans les détails de ce qu'est Transforming Basketball. D'accord. C'est plutôt une belle histoire, en fait, hein. Et grâce à Internet. Donc, comme quoi, les réseaux et Internet aussi, quand on les manipule correctement, quand on sait les utiliser, ça peut ouvrir sur de très grandes choses. Donc, comme je te disais, moi, il y a 3 ans, j'ai été en arrêt. Donc, j'ai gratté un peu sur Internet. Et je suis tombé sur une approche qui s'appelait Basketball Immersion à l'époque. Mhm. Euh,
fait avec Chris Oliver et Alex Sarama. Et j'ai beaucoup aimé leur contenu parce qu'il y avait une approche globale en fait de l'athlète. Tu voyais des pros, tu voyais des débutants, des garçons, des filles. Donc ça m'a tout de suite assez accroché. Puis j'ai commencé à essayer de simplement de faire du copier-coller. Voilà. Je voyais ce qu'ils proposaient, j'ai essayé. Parce que j'avoue que moi, la méthode, on va dire, dite traditionnelle, j'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps en fait. Moi, entre mes 13 ans quand j'ai commencé le basket et mes 30 ans, j'ai dû faire 50 clubs. Ok, ouais, J'ai fait c'est que pas du- mal. À l'époque, je faisais que du street en région parisienne, je jouais au Champ de Mars, Gentilly, avec mon petit frère et mes deux meilleurs amis, on sillonnait un peu les plays parisiens. Donc en fait, j'ai fait très peu de clubs et c'est vrai que je n'ai jamais été très à l'aise en club. Je me suis toujours senti un peu enfermé parce que on va dire, en général, c'est assez scripté, on te dit ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, où tu dois le faire. Et c'est vrai que quand je suis tombé sur Basketball Immersion, il y a un truc qui m'a accroché et j'ai compris plus tard pourquoi en fait. Il y avait quelque chose d'assez libre en fait, tout en étant organisé. Lui, Alex, il parle de chaos un peu, de chaos organisé. Ok. Et je sais plus pourquoi en fait, j'ai eu un bug sur le site et puis je lui envoie un message via Insta et puis je lui dis que j'apprécie son boulot. Donc il me répond et puis je lui dis bah écoute, j'ai vu que tu étais en Italie parce qu'à l'époque il intervenait au niveau en Italie à Collège Prep, qui est une sorte d'académie de jeunes prospects européens. Et donc, je suis allé le voir en Italie. C'était à 5 heures de chez moi, au nord de Milan. Et on a tout de suite super bien sympathisé. Donc ça, c'était en 2023, l'été 2023. Par la suite, lui, il a monté l'académie des London Lions au niveau des jeunes en 2023-2024. Donc, je suis allé le voir pendant 5 jours à Londres. Là, j'ai Mhm. rencontré d'autres coachs, pareil, très ouverts, beaucoup dans le partage, de super échanges. Et donc, il a créé la même année Transforming Basketball, où en fait, comme je dis, il a rien inventé, en fait, il a juste organisé plein d'études qui ont été faites au niveau des evidence-based, au niveau de l'apprentissage, donc la pédagogie non linéaire, au niveau ce qu'ils appellent l'Ecological Dynamic Framework, un environnement écologique. Andy en Mhm. parle beaucoup. Mhm. Comment, finalement, en créant un environnement, nous, en tant que coach, en mettant des contraintes ou consignes, on les appelle comme on veut, hein. Contrainte n'a pas le- L'aspect négatif. voilà, Ouais, péjoratif ouais. qu'on peut avoir nous en français. C'est comment finalement tu vas restreindre certaines choses pour pouvoir pousser l'athlète, mais lui-même va trouver des solutions, aller dans une autre direction. Et donc, il a organisé son premier camp en juillet 2024, avec un collègue, Simon, et on a emmené 4 de nos jeunes participer au camp. Et là, tu avais déjà une vingtaine de coachs différents. Tu avais un assistant coach à l'époque des Los Angeles Lakers qui est intervenu aussi. Tu avais des super coachs comme Kelkus Beat qui travaille à la fédération écossaise, George Vaz qui a travaillé en Portugal, qui c'était vraiment les animateurs du stage. Et puis par la suite, ce qui a fait exploser aussi, c'est que Alex a été engagé en tant qu'assistant coach au Cleveland Cavaliers l'année dernière. Mhm. Et ça, tout de suite, on est dans un monde où on a besoin de visibilité et que quand tu côtoies certains sommets, tout de suite, ça valide un peu ta position. Et donc là, depuis un an, oui, ça prend énormément d'importance. Et on se rend compte de plus en plus dans le sport qu'il y a une approche un peu différente qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'on a vu, enfin ce qu'on a connu jusqu'à présent, où on fait beaucoup le no pain, no gain, en fait, au final. Ouais. Ouais, Le no ouais. pain, no gain, finalement, il est un peu à nuancer. Ah, il y a pas mal, pareil sur une étude que tu m'as envoyée avec cette approche un peu sur le CLA, qui disait en fait l'entraînement est peut-être aujourd'hui quelque chose de très militaire. Hum, Très militaire. J'aimerais qu'on revienne juste sur quelques petites choses. Je sais que dans un précédent podcast, Andy en avait un peu parlé. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu cette pédagogie non linéaire, un peu nous dire ce que c'est et ce que c'est qu'une approche un peu écologique? ok. Alors, la pédagogie non linéaire, c'est que tu vas, par exemple, sur le shoot, on va prendre l'exemple du shoot. Alors déjà, la pédagogie non linéaire, tu peux déjà dans ton entraînement faire quelque chose de pédagogie non linéaire. C'est-à-dire que tu peux faire un exercice de shoot, puis après faire du 3-3, puis faire du 1 contre 1, puis faire un exercice de 5 contre 5. Enfin voilà, il n'y a pas forcément comment dire, de script à suivre, de progression à suivre, parce que la progression va se faire par le fait qu'en changeant plein de choses, la tête va devoir s'adapter à chaque fois. Et le but, c'est quoi? C'est que le sport, c'est une succession de problèmes à résoudre.
Donc, et ça, c'est pas scripté. Ça se présente à Mm. chaque fois. Donc, plus tu vas varier ça, plus tu vas créer, enfin, développer la capacité de la tête à pouvoir s'adapter, à pouvoir percevoir son environnement et à pouvoir essayer d'agir de la meilleure solution possible pour lui et par rapport à ses capacités. Mhm. Alex, toujours, il n'y a pas qu'une seule solution. Si tu prends Antetokounmpo, si tu prends Curry et si tu prends Jokic, tu leur donnes la balle poste haut, ben les trois, en fait, ils vont avoir une action différente. Bien sûr. Et pourtant, ils vont recevoir la balle au même endroit. Mais ils ont tous des capacités, une perception du jeu différente qui fait que la réponse est différente. Donc, potentiellement, il y aurait autant de réponses que de joueurs différents. Mm. Jeux différents. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, par exemple, sur un exercice précis, dans le tir, par exemple, si tu vas dire à ton athlète, eh ben, au lieu de prendre ton temps dans ta position préférentielle, shooter, eh ben, tu vas shooter sur une jambe. Tu vas faire, on va dire, ah ben, une fois, tu vas la prendre, tu vas shooter. Ou tu vas faire à 180 degrés, tes appuis, tu vas shooter. Ou tu vas faire tourner autour de toi. Ou quelqu'un, tu rajoutes un défenseur, il va venir toucher. Donc en fait, c'est plein de choses où on a l'impression où tu vas pas forcément retrouver ça en match, où tu vas courir super vite et tu vas shooter. Mais en fait, ça permet à ton corps en fait, de faire plein d'expériences différentes qui vont à un moment donné, encore une fois, développer ta capacité d'adaptation et qui vont te permettre en match en fait, d'être hyper adaptatif. Parce qu'en fait, c'est le mot en anglais qui me vient, mais c'est imprévisible en fait les situations de jeu. Mm. Tu sais Ouais, pas ouais. comment ton défenseur, tu le connais pas, même si au niveau ils sont scoutés, etc. Toujours est-il que même s'il y a des préférences, c'est toujours donc plus tu vas faire ça en fait, plus tu vas développer cette capacité d'adaptation. Et c'est ça qui est intéressant dans la pédagogie non linéaire. Ok, donc en gros aborder. Euh, bah tiens, enfin, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'est venu tout à l'heure, mais du coup, est-ce que planifier une saison peut-être par cycle, c'est quelque chose qui est intéressant, ou est-ce qu'on va plutôt peut-être planifier une saison par apprentissage qu'on aimerait avoir? Alors, je sais pas, là justement, je suis en train de passer une VAE dans le Ouais. BPGEPS, éducateur sportif mention basket, et justement, je suis en plein dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout cette structure de cycle. Donc, je suis en train justement d'apprendre, etc. Et je me rends compte que finalement, je dirais oui. De ma petite expérience et de ce que je suis en train de découvrir par rapport au cycle, je pense que oui. Parce que moi, j'avais plutôt une approche où je vois grosso modo, j'ai plein de choses dans ma tête, j'essaie de trouver une cohérence un peu. Mais je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir une structure de base Mhm. qui, bien sûr, peut évoluer, de savoir quelles sont les capacités de ton groupe, quelles sont les problématiques. Donc ça, ben, tu planifies un cycle. Et par contre, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais pouvoir distiller pour l'emmener, j'ai n'importe quoi, sur un changement de statut, par exemple. Mon équipe a du mal à transiter, a du mal à prendre soin de la balle. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc Mm. ça, je travaille sur un cycle. Donc je dirais oui, mais en étant souple et surtout, nous aussi en tant que coach, adaptatif par rapport à ce que les athlètes vont envoyer du terrain. Ouais, ouais, Donc, ouais, ouais. et à progresser ou à régresser, entre guillemets, sur ce qu'on a prévu. Ok, oui, donc en fait, adapter même selon les temps de passage, entre guillemets, qu'on aurait C'est ça. définis. Et puis après, ça dépend aussi des catégories d'âge. On ne va pas avoir les mêmes attendus en fonction des catégories d'âge. Et Ouais. puis en fonction des règlements. Par exemple, je ne sais pas comment c'est dans ton comité, mais nous, les écrans hauts, ou même le main à main, c'est à partir de U15. Ouais, c'est une bonne question, tu vois, faudrait que je me rencarde. S'il y a Ça dépend des... des comités. Il y a des comités qui c'est vraiment différent. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. tout ça à prendre en compte. Mais je dirais maintenant, tu m'aurais posé la question à 3 mois, j'aurais dit, ouais, pas forcément. Je dirais si, quand même, pour structurer et organiser, pour savoir surtout où on va, même si après on change de chemin pendant le parcours, il y a nécessité quand même de poser un cycle. Pour continuer un peu sur Transforming, du coup, il y a aussi eu il y a eu un camp que j'ai vu, qui était, il me semble, en Espagne. Si je dis pas de bêtises là, cet Pour, été. non, c'était Fran- en Italie. C'était en Italie. Genre T'as- les deux dernières fois, c'était en Italie, ouais. Cet été, donc, j'ai vu un camp. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de l'expérience du camp? Parce que, pareil, on a vu enfin, moi, j'ai vu des choses sur les réseaux qui étaient hyper intéressantes. Même toi, dans ton approche de spécialiste de la santé, donc avec une approche peut-être du développement du corps humain qui est un peu plus poussée qu'un entraîneur de basket. Tu vois, on a vu moi, j'ai vu des exercices où les joueurs jouaient pendant ce camp-là des 1 contre 1 sans poser de dribble, par exemple. Ah oui. Et moi, tu vois, j'ai trouvé ça. Alors, sur le moment, c'est pareil, c'est des choses qui peuvent être un peu choquantes. Et après, est-ce que, par exemple, un exercice comme ça
Et on commence par cette question et je te laisserai revenir sur ton expérience sur le camp après. Mais est-ce que jouer à un contre 1, par exemple, le fait d'enlever la contrainte du dribble permet peut-être pas d'explorer un peu plus le champ des possibles en termes moteurs? Exactement. C'est ça, c'est que concrètement, tu enlèves le fait de devoir dribbler, donc tu vas. Alors sur l'exercice, je me souviens très bien. En fait, le terrain était limité. Je crois de mémoire, ils pouvaient jouer, les athlètes pouvaient jouer entre la ligne de fond et la moitié de la raquette. C'était l'espace. Ok. Et en plus, j'avais une contrainte, je crois, de temps. Normalement, je crois qu'il l'a rajouté après, où ils avaient 5 ou 6 secondes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour le coup, comme tu dis, celui qui a le ballon n'a plus se poser de questions au niveau du dribble. Il faut qu'il trouve un moyen, donc il va explorer différents appuis, différentes mobilités, différentes feintes pour finir au panier. Et après, je crois qu'il va rajouter juste un dribble, mais s'il posait son dribble, juste après, il était obligé de finir au panier. Et en plus, lui, il y a un langage où il est obligé de finir dans ce qu'ils appellent la gold medal, la restriction dans le smile, en fait, la médaille d'or. Hmm. Parce qu'en fait, c'est entre. Bon, après, c'est de la data, hein. Statistiquement parlant, tu as plus de réussite soit en finissant dans la médaille d'or, ce qu'on appelle le gold medal, au silver medal, la médaille d'argent, à 3 points en catch and shoot. Hmm. Statistiquement, c'est ce qu'il montre. Lui, Ouais. le bronze medal, c'est pas le shoot qui a le plus de valeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pas le shoot qui a le plus de valeur. Voilà, ils ont vraiment des concepts un peu. Enfin, il y a vraiment une philosophie à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, hein, mais qui expliquait pourquoi en fait il est parti sur ce chemin-là. Donc pour revenir à cet exercice-là, oui, carrément. C'est qu'en fait, tu enlèves la contrainte de dribble. Donc simple, comment je dois aller au panier pour éviter mon défenseur, quoi. En plus, avec une contrainte de temps, une contrainte d'endroit où je dois terminer. Ok. Donc, ce qui permet en fait, encore une fois, à l'athlète de pouvoir explorer, comme tu dis, plein de champs des possibles. Et du coup, en revenant un peu sur l'expérience du... Parce que ça, du coup, c'était dans le contexte d'un camp de basket. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'était ce camp? Comment est-ce que c'est passé le camp? Comment est-ce qu'il a été structuré? Qui était là? Parce que je sais aussi que c'était un camp, mais pas que pour les joueurs. Oui. Moi, Donc, c'est la deuxième année pour le coup, parce que la première année, ouais, donc, on est allé en 2024 avec des jeunes, donc c'était la première fois qu'ils l'organisaient. On était de mémoire, il y avait 60 jeunes, une quinzaine de nationalités différentes, une trentaine de coachs apprenants. Donc les journées, il y avait donc 5 jours de camp, 2 entraînements par jour. Nous, en tant que coach apprenant, on va dire, on pouvait naviguer entre différents groupes. Chaque jour, les joueurs avaient un workshop, donc c'est-à-dire 20 minutes sur un sujet en question-réponse. Nous, tous les soirs, en tant que coach, il y avait un débrief. Pareil, sur un thème, comment s'était passée la journée, sur des mises en application, sur des exercices en groupe, sur des réflexions en fait, sur des principes de jeu ou autres. Et donc cette année, enfin l'été dernier, quand j'y suis allé là, cette fois-ci, j'y étais aussi en tant que kiné du camp. Donc j'ai pu avoir les deux casquettes, ce qui était intéressant. Et pareil, on a continué sur les principes de transforming, donc la médaille d'or, la médaille d'argent. Il a beaucoup insisté cette année sur le pick and roll. C'est vraiment la grosse arme en ce moment, le pick and roll, tout le monde l'utilise. Mais vraiment sur du détail que tu dis, ouais, il a passé un an au Cavs, le niveau upgradé, quoi. Donc en termes d'expérience, c'est une super expérience pour les jeunes, hein. Alors c'est en anglais, donc déjà ça travaille l'anglais, mais tu rencontres, c'est une ouverture sur le monde. mhm. Là, en tant que joueur, moi, nos jeunes, ils avaient la banane, un sourire jusqu'aux oreilles tous les jours, quoi. De pouvoir se confronter à des joueurs qui viennent un peu de partout dans le monde, qui jouent à des niveaux nationaux en Allemagne ou aux États-Unis. Tu avais deux, trois joueurs jeunes, là, j'ai vu, qui étaient dans les équipes nationales de jeunes dans leur pays, en Autriche, au Liban ou autre. Donc, c'est une expérience formidable. Et en tant que coach, de pouvoir échanger tous les jours avec plein de coachs différents, dont c'est le métier. Parce que moi, encore une fois, au début, comme je disais, ça reste une passion. Mais de pouvoir échanger, de pouvoir côtoyer ce monde semi-pro-pro, c'est, ça n'a pas de valeur. Et tiens, pour revenir par exemple là sur, du coup tu disais qu'il y avait une coloration peut-être autour du pick and roll sur ce dernier camp Ouais. cet été. Quelle est l'approche du coup via Transforming sur le jeu du pick and roll? Parce que nous on peut avoir on peut avoir peut-être tendance à mettre un plot et dire voilà comment on pose un écran,
voilà ce qu'il faut faire derrière. Est-ce que tu peux peut-être donner des exemples de comment ont été travaillées des situations de pick and roll et peut-être du coup de les différentes. Peut-être que vous avez abordé les différentes couvertures défensives aussi, Mm. mais je serais partant mais pour que tu nous dises à quoi ça ressemble du travail de pick and roll dans une approche colorée transforming. Moi, je te dirais, j'ai pas trop de moyens de comparaison parce que j'ai pas forcément été au début formé avec, on va dire, Ah si, moi, je me souviens, tu poses ton écran et puis après, tu rolls directement ou le pass and cut, quoi. Et là, il a beaucoup insisté sur l'angle de pose du pick and roll, qui est hyper important. Et puis, en fait, en gros, il va travailler une première étape, l'angle. Donc, tu vas faire des exercices sur l'angle. Alors, soit tu vas twister, tu vas refaire un pick and roll derrière, etc. Et puis après, il va rajouter différentes choses au niveau de la couverture. Soit tu passes au-dessus, soit tu passes en dessous, soit tu passes entre. Après, ce qui est difficile pour nous, on va dire francophones, c'est que c'est beaucoup de termes en anglais. Et ça va très vite. Même moi qui étais sur le côté, parfois, j'avoue, j'étais un peu perdu, quoi. Ok, Même jeune, ouais. Parce que si tu fais un pick and roll en tête de raquette, c'est un nom. Si tu fais sur le côté, c'est un nom. Si tu fais un zéro, c'est un nom. Après, en fonction de couverture, le défenseur, si il y a un changement, bah, tu te dis un certain nom. Donc voilà. Ça, c'est des choses que j'ai fait remonter pour dire bah, ce serait bien d'avoir une sorte de glossaire mhm. pour suivre. Mais ouais, c'est vraiment poussé. C'est vraiment poussé. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, en fait, ils vont au début travailler sur cette situation de pick and roll. Donc, il va mettre une première couche sur l'angle. Donc, ils vont travailler un peu à différents endroits. Donc, soit en tête de raquette, soit à 45, soit à zéro. Puis après, donc, il rajoute un terme. Puis après, il va rajouter une première type de couverture. Donc, on va passer au-dessus. Puis, on va passer en dessous. Mais tout ça dans la même séance. Tu vois? Pour finalement voir tout de suite le côté global. Et puis après, il y aura du jeu. Ou en fait, tout de suite mis en situation et mis en application. Peut-être que nous, on a tendance à travailler un truc pendant 15, 20 fois la même chose, et puis on a l'impression que c'est acquis, mais après qu'on va le mettre, et puis à zéro, et tu as toujours un défenseur. C'est Dans jamais. le, Ouais, dans, il y a toujours un défenseur. Tu vas pas faire un pick and roll avec juste le poseur de pick, et puis qui drive tout seul pour finir ouais. au panier, tout ça. Il y a toujours un défenseur. Ce sera toujours 2 contre 2, quoi. Ok, bah ça, mais ça c'est intéressant même dans le fait enfin, de joueurs qui sont pas acculturés au jeu de pique, de dire tu amènes le jeu de pique, mais il y a toujours un défenseur dedans. On aurait tendance à dire à 2 contre zéro des choses comme ça, mais Ou mettre une chaise, ou mettre un plot. ouais, C'est pas. En fait, le but. Alors, tu as aussi ce qu'on appelle les small side games. Il faut que ce soit le plus proche possible des réalités de jeu. ok. On se rapproche, en fait, l'idée c'est ça, c'est plus on se rapproche des conditions de jeu, plus c'est efficient. Hmm. Alors après, moi, pour en parler avec mes collègues, on me dit oui, mais c'est quand même important de passer par cette phase d'apprentissage où on est un contre zéro autre. C'est pas faux pour moi. Mais je me dis pourquoi passer par cette phase-là si directement, en fait, on peut être proche des conditions de jeu. Sachant que peut-être que derrière ce qu'il y a, c'est qu'on veut vraiment que ce soit bien fait. Mais si en fait, tu n'as pas l'objectif de la réussite, mais tu as juste l'objectif de faire le mouvement, bah, tu t'en fiches, quoi. Ouais. Moi, souvent, enfin, je sais pas, mais moi, souvent, je suis un peu choqué de voir des collègues, des éducateurs, qui vont crier parce qu'il y a, entre guillemets, une mauvaise passe. Moi, je ne vais pas forcément voir qu'il y a une mauvaise passe, je veux voir plutôt que la tête, il a vu qu'il pouvait faire la passe. Alors, peut-être pour des raisons motrices, de coordination, de force, la passe n'est pas efficiente, mais il l'a vu déjà. Bah, surtout sur les petites catégories. Hmm. Hmm. Je me dis que plus tard, le jour en fait où il y aura tout ça qui seront à niveau, et ben en fait la passe, ça sera efficace. En fait, est-ce que l'approche de transforming, c'est pas il y a forcément un développement technique, un développement tactique aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'enjeu de créer des intentions? Des attentions, c'est-à-dire de. Bah, d'être capable. Moi, j'ai l'impression que transforming, ça va rendre les joueurs intelligents. Tu vois, Développer leur intelligence, oui, ça c'est sûr. tu vois, et ce que je te dis, c'est que est-ce que l'approche transforming, c'est pas une approche qui va valoriser plus l'intention que tu vois la réussite technique? Exactement, carrément. Le but, c'est d'essayer, de voir et de faire. Hmm. C'est pas de mettre son shoot, c'est pas de mettre 10 shoots d'affilée, c'est pas d'être efficient sur chaque double pas. Par contre, c'est d'essayer.
Ok. Et qu'est-ce que toi, du coup, entre la... on a une coloration, mais peut-être pour résumer un peu, qu'est-ce que toi, tu mettrais en comparaison entre une approche, on va dire, traditionnelle et une approche innovante comme celle de Transforming? Quel point qui serait peut-être évocateur là pour les gens qui nous écoutent, tu pourrais dire ça on va le faire comme ça dans la méthode traditionnelle, ça on va le faire comme ça dans la méthode transforming, et tu sais comme ça on essaie d'établir sur peut-être 3 5 sujets des ponts en fait pour que les gens aient bien l'élément de comparaison en tête. Bah, on va prendre par exemple le dribble. Ouais, Le très dribble. chaud. On a tous appris 10 dribbles main droite, 10 dribbles main gauche, in and out, devant, derrière, cross, etc. Moi, sur les petites théories, le dribble, je ne l'aborde pas du tout comme ça. Je l'aborde sous forme de jeu, sous forme de chat. Alors, au début, je leur mets une galette. Bon, on va dire n'importe quoi, il y a 10 enfants. Je leur mets dans une à 3 points. Déjà, ça leur permet de voir quelles sont les limites du terrain. Donc, tu ne vas pas dire, voilà, donc les limites, c'est ça. Est-ce que vous pouvez montrer l'espace? Donc, déjà, tu les mets dans un espace défini. La moitié ont des galettes. Dès qu'ils touchent un copain ou une copine, ils donnent la galette. Donc, au début, je leur dis, vous tenez la galette avec la main avec laquelle vous écrivez. Mhm. Puis après, je leur dis, vous changez de main. Déjà, tu as un développement de la latéralité. Main gauche, main droite. Ouais. Après, je vais introduire un ballon pour les chasseurs. Donc, ils vont dribbler à la main droite, admettons, et toucher avec la main gauche. Et Mm. puis après, je vais les faire switcher. Donc, à quel moment j'ai dit main gauche, main droite? Ouais, Pourtant, ils vont utiliser la main gauche et la main droite. bien sûr. Après, je vais mettre des ballons, et parfois de tailles différentes, au chassé. Donc, sur du 9, je vais faire taille 5 et taille 3. Sur du 11, je vais faire peut-être taille 6 et taille 5. Et comme ça, à chaque fois, toujours de manipulation. Le but, c'est qu'ils soient à l'aise avec l'accessoire ballon. Et en plus, c'est directement en condition. Parce que qu'est-ce qui se passe quand j'ai mon ballon? Eh ben, il faut que je regarde ce qui se passe autour de moi, donc je vais plus être focalisé sur ma main. Donc, tu vois, pour un exercice de dribble, par exemple, je travaille beaucoup comme ça. Je vais pas leur dire ma gauche, ma droite, ou je vais leur dire, ben, quand vous dribblez avec votre main, vous pouvez pas faire 2 dribbles avec la même main. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont forcément essayer d'aller sur l'autre main. Ouais. Et jusqu'à présent, j'ai toujours pas dit ma gauche ou ma droite. Il y a des adultes déjà, gauche et droite, ils ont du mal. Donc, si déjà tu rajoutes cette charge, en tout cas pour moi, ben, en fait, tu figes le gamin et il va réfléchir, il est plus dans l'instant, il est plus dans l'action. Et en plus, c'est sous forme de jeu. Et comme on disait au début, il faut que ça reste du plaisir, quoi. Mhm. Donc, moi, perso, dribbler. Alors, oui, on voit plein de drills, tu fais, etc., échauffement, oui. Mais encore une fois, on n'est pas dans un contexte de jeu. Il n'y a pas un défenseur, tu n'as pas 5 de tes coéquipiers qui bougent, etc. Tu n'as pas ce truc, ce focus où pendant que je dribble, il faut que je prenne aussi des informations qui est autour de moi. Mm. Ah, l'éternel, j'allais dire, tu le vois beaucoup là sur les petites catégories parfois, mais faire un parcours quoi. Oui, Ouais. alors c'est pas faux, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mm. Mais je dis par contre, c'est important d'enrichir aussi ce côté-là. Le parcours, c'est très intéressant parce que ben, j'ai un obstacle, il faut que je vois comment Ouais. je fais avec. Mais bon, l'obstacle, il est mobile, quoi. Donc, une fois que je l'ai fait une fois, je sais où il est. Ouais. Donc, il y a plus ce côté adaptatif dont on parlait. Là, quand j'ai des gens qui bougent autour de moi et puis tu es 10 dans une ligne à 3 points, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Ouais. Donc, par exemple, ce serait ça Sur le sur dribble. Ok. D'autres exemples sur le tir peut-être? le double pas. Ouais. L'apprendre, c'est le double pas. Alors, Ouais. moi aussi, hein, quand j'ai commencé double pas, tu mets des galettes de couleurs différentes, Pied pied droit. là, pied gauche, Pied gauche. là. Même moi, parfois, je devais réfléchir quand je le disais, quand j'expliquais à mes jeunes. Ouais. Maintenant, je me casse plus la tête. Je le fais tenter. Donc moi, sur petite catégorie, je leur explique. Je leur dis simplement, et souvent, je fais intervenir des anciens pour que ce soit pas forcément moi qui explique, mais pour que ce soit le groupe qui communique entre eux. Mhm. Donc souvent, quand j'en ai toujours un ou deux qui sait faire, donc je dis, ben, c'est quoi un double pas? Donc je leur pose des questions. Comment ça se passe? Ben, quand j'arrête mon dribble, je peux faire 2 pas. OK. Et je leur dis parfois simplement, n'oubliez pas, vous finissez sur une jambe. C'est tout. Et puis après, ils font. Alors, au début, ils vont faire des marchés, au début, ils vont faire 3 4 packs. Mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'en fait, ils vont explorer plein, plein, plein de choses. Et ça prendra le temps que ça prendra. Surtout à notre niveau. Enfin, on n'a pas enfin, sur les petits catégories, en tout cas, il y a pas d'enjeu. Et comme on disait auparavant, ils ont tous une histoire différente. Certains n'ont pas fait de sport, d'autres ont fait du sport. Euh, Ils n'ont pas forcément la même capacité motrice ou développement moteur au même moment. Donc, c'est important de prendre tout ça en considération et de prendre le temps, en fait. Je pense que derrière, il y a besoin de se libérer de ce côté victoire.
défaite. Ouais, 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 oui. Ouais, je suis d'accord avec ça sur le. Sur les petites catégories, il y a besoin d'être tranquille avec ça, mais c'est pas évident, hein, que ce soit en tant que quand tu es dans un club, quand tu as les parents. Euh, Moi, au début, parfois, j'ai eu un peu de mal dans mon club et même parfois avec des parents où ce côté victoire est vraiment inhérent dans notre société, hein. Ouais, ouais, Performance et résultat. absolument. Alors moi, je fais l'analogie, je leur dis, pour ceux qui jardinent, quand tu fais tes semis, tu mets des graines, tu en fais 10 en même temps, et pourtant, tu as mis le même terreau, tu as acheté le même paquet de graines, tu arroses de la même manière, et pourtant, sur les 10, parfois, tu en as 3 ou 4 qui germent. Mhm. Et puis d'autres, tu vas pas t'en occuper, tu te rends compte que peut-être 5 jours ou 6 jours plus tard, ils vont germer. On a tous des vitesses différentes. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être la complexité du sport collectif, en fait. C'est ça. Tu vois, quand tu dois. Peut-être qu'on considère pas assez l'individu et qu'on considère trop le groupe. Mais ouais, c'est ça la finalité du truc. Ouais, Bah, tu ouais. vois, cette année, sur mes U11, j'ai vraiment un groupe, entre guillemets, déséquilibré, où j'ai 4 débutantes et 4 vraiment confirmées. Ok. Et ben, je trouve qu'en tout cas, avec l'approche transforming, on l'appelle transforming, mais c'est le CLA, Mhm. l'approche écologique, et ben, tout le monde a sa place. Ouais. Voilà, avec ses compétences, parce qu'on a tous et toutes des compétences, quelles qu'elles soient. Oui, qui évolue ensuite au plus. J'allais dire au plus haut niveau, non, mais avec l'âge dans des rôles, en fait. Quel C'est ça. rôle on va être capable de. Mais si tu laisses la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, alors Mhm. forcément, le niveau d'exécution ne sera pas le même, mais tout le monde pourra s'exprimer. Mais ça leur permet surtout, en fait, d'explorer et de savoir ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent devenir comme joueur de basket. C'est ça. C'est Et de. exactement ça. Ouais. Et Et encore une fois, c'est ça, quand, enfin, je me répète, ils sont là pour s'amuser, hein. bien Voilà. sûr. Ils sont là pour s'amuser. Donc, moi, quand j'entends dans certains clubs, pour avoir fait l'expérience où dès U11, U13, en gros, on leur fait comprendre t'es pas assez fort, tu joueras pas, je ne comprends pas. Ouais, ouais, ouais. On peut pas, aujourd'hui, à notre niveau, et comme on te disait, ça, pour moi, c'est vraiment un enjeu, les enfants ont besoin de faire du sport. Bien sûr. Et tout le monde a sa place, quel qu'il soit. Donc, c'est important de leur laisser cet espace d'exploration, euh, d'échecs, parce qu'en fait, les erreurs et les échecs sont partie intégrante de l'apprentissage. Il faut échouer, il faut faire des erreurs pour pouvoir en fait apprendre, pour se rendre compte en fait ce qui est bon pour soi. Ouais, non, non, mais c'est top. Est-ce que tu as peut-être un exemple juste sur la passe pour, en gros, on aura un peu, tu vois, abordé À la les. passe, bah moi j'utilise beaucoup la pédagogie non linéaire. Alors, Ouais. forme de jeu, je les mets face à face sur grand terrain, ils se mettent où ils veulent et où elles veulent. Je leur dis en fait, vous faites des passes et vous tentez ce que vous voulez. Mhm. Passe en l'air, passe à deux mains, passe à une main, passe dans le dos. Vous tentez. Par contre, il faut à chaque fois faire une passe différente. Et après, par exemple, je vais rajouter, ou c'est moi qui le fais, je vais venir les gêner un petit peu, etc., pour qu'ils tentent et qu'elles tentent. Parce qu'on a tous appris, je prends la balle à deux mains, passe à hauteur de poitrine, euh, ou parfois un truc très simple, hein, je fais un taureau, et tu remets juste une contrainte, tu leur dis, OK, au début, chacun a une position fixe, vous faites que des passes en l'air. Ou non, même pas. Le ballon ne doit pas toucher le sol quand on fait des passes. Mm. Donc c'est encore plus large. Puis après, si je veux vraiment inciter quelque chose, bah, vous faites qu'à une seule main. Ou je peux même définir l'autre main. Ou que des passes, la passe est obligée de toucher le sol. Mhm. Ou après, à chaque fois que je fais une page, je change de position. Voilà sur la petite catégorie ce que je fais. Et je pense que même ça, tu peux le faire enfin, sur n'importe quel caté, quoi. Ah, bon, moi, je sais que j'ai des seniors filles, on s'échauffe en faisant des taureaux, hein. Parce que quand tu as un vécu de joueur, tu pourras donner un peu ton ressenti, mais moi, on en a parlé la dernière fois aussi au téléphone. Euh, En fait, ouais, mettre 20 doubles pas main droite pour s'échauffer. Bah, il y a un truc, il y a un côté de. Moi, je suis convaincu notamment d'avoir un truc euh, qui est pas qui est pas vraiment une vitamine. Je sais que c'est un terme qui existe un peu dans le coaching, mais tu vois, par exemple, moi, sur les petits, je sais que le premier exercice qu'on va faire sur un entraînement, moi, c'est un exercice de décharge pour eux. Tu Oui. vois, il faut que ce soit un truc, c'est hyper important parce que si tu veux les connecter et si tu veux connecter ensuite à une pratique basket, euh, moi, les petits, tu le vois, des gamins qui ont passé 6 ou 8 heures assis sur une chaise, Exactement.
exact. la quantité d'énergie, en fait, elle grandit, grandit, grandit. Mhm. À chaque fois qu'on arrive à l'entraînement, moi, il y a un exercice décharge, en mode un truc où tu sais que ça va crier, tu sais qu'il peut y avoir des sourires, qu'il peut y avoir des rires. Tu peux le faire 5 minutes, mais généralement, quand ils ont mis toute l'énergie qu'ils ont stockée là sur cet exercice, tu sais que tu peux les capter pour du basket ensuite. Mhm. Et ça, c'est hyper. Enfin, moi, je trouve ça important. Je voulais qu'on revienne un peu sur la passe parce que. Et ça me permet de transiter sur un autre sujet. euh, qui est dans l'exploration du corps. On en a parlé en tout début de podcast, le fait que faire différents sports, ça permet d'explorer son corps, que toi, en tant que kiné, dans ta vision, explorer son corps, ça permet d'avoir des mobilités qui sont différentes et qu'on va pouvoir utiliser. Euh, je trouve que dans cette approche, via le CLA, tu vois, via les contraintes, par exemple, tu peux décider de faire un peu de jeu, tu peux faire du 2 contre 1 dans des traversées de terrain avec, vous ne faites des passes qu'à une main. Exemple, Ouais. dans le, Euh, et moi, je voulais voir avec toi, du coup, sur cette exploration du corps, que tu nous en parles un peu peut-être, mais en fait, est-ce qu'il y a un seul mouvement qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il y a comment dire, un bon mouvement pour être dans un clivage un peu bien mal? Est-ce qu'il y a un bon mouvement ou est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui correspond à chaque individu? Et du coup, tu te rends compte que quand tu vas demander à des individus de dire, ou à des jeunes nuances par exemple, vous ne faites que des passes à une main, tu vas voir qu'ils vont ils vont ouvrir l'épaule peut-être différemment, tu vois, ils vont peut-être tendre le bras de manière différente, ou en fait tu peux avoir des petits qui vont donner de l'effet à la balle, tu vois, Ouais. et, tu vois, dans la créativité, et pas avoir ce truc. La dernière fois, je regardais un des exercices de passe sur YouTube, je me disais un petit exo, et là je voyais, il se faisait des passes statiques à une main, et je me suis dit, alors moi, ça touche un peu à ma manière d'entraîner. Mais oui, du coup, ce truc de, en fait, est-ce que les gestes du basket sont pas la résultante de l'exploration du pratiquant plutôt qu'un enseignement très théorique et très, euh, j'allais dire très CM, très cours magistraux, tu vois. Mhm. Bah, de toute façon, ça reprend ce qu'on disait, répétition sans répétition. Euh, Ça reprend ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On fait le geste que l'on fait, même si on a l'impression que c'est le même, il ne va jamais être exactement le même. Donc je dirais que moi, j'insiste pas sur le geste. Je vais pas corriger. Mhm. Je veux dire explorer. Parce qu'encore une fois, on a des capacités motrices différentes. Même pour des adultes. Si j'ai été opéré de l'épaule, ben forcément, je vais avoir un geste peut-être qui est différent de celui qui n'a jamais été opéré de l'épaule. Tu vois, par exemple, si je fais un travail manuel répétitif, c'est pas la même chose si je trouve au jour devant mon ordinateur. Enfin, c'est très clivant ce que je dis, c'est très marqué. Mais c'est pour Oui, illustrer en fait ouais, que ouais, bien sûr. il y a des principes dans le mouvement, mais on peut pas fractionner et on parlait de silo tout à l'heure, on peut pas en fait mettre différentes étapes sur chaque geste. Non, il y a une fluidité dans l'ensemble du corps. Et le mouvement, en fait, il est un ensemble. Il n'y a pas de mauvais mouvement, de bon mouvement. Il y a du mouvement. Par contre, est-ce que ce mouvement est efficient pour moi? Est-ce qu'il a un coût énergétique pour moi? Est-ce qu'il me permet d'être efficace dans la durée, dans le temps? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes à voir. Et après, effectivement, tu vas peut-être moduler. Mais parce qu'en fait, pas parce que tu estimes qu'il est bon ou mauvais, entre guillemets, mais parce qu'en fait, il y a des conséquences qui sont plus ou moins, qui agissent plus ou moins sur son efficacité euh, directe et à moyen long terme. Mm. En fait, cette approche Transforming Basketball, c'est euh, laisser le pratiquant développer un geste que ensuite on va s'autoriser à peut-être réguler un peu. C'est Mais, ça. mais c'est pas enseigner un geste parfait, Non, alignement parfait, coude, poignet, non, etc. bah, si tu prends Reggie Miller, Ray Allen et Curry, c'est des gros J'aime bien. shooters à Ouais. 3 points. Ouais. Est-ce qu'ils ont le même geste? Non. Je sais pas si tu te souviens, mais Sean Marion, qui avait un Oui. shoot Particulier. particulier. Voilà, on peut dire. Ou Michael Oui. Gidrich, je crois, Ouais, ouais, qui a ouais, ouais. été au Hornets, qui a carrément changé son shoot. On voit bien qu'en fait, ah oui, peut-être qu'on visuellement on a l'impression que c'est pas très beau, peut-être que ça a un coût énergétique important, mais si en fait lui c'est ce qui est bon pour lui, Ouais, si ça rentre, quoi, en fait. Enfin, c'est ça. Oui, on peut avoir des principes, mais encore une fois, nous avons tous des motricités différentes. mm, Donc on ne pourra pas faire le même geste. ouais. C'est pas possible. Mais c'est ce qui fait peut-être d'ailleurs la richesse, en fait, Bah, c'est ça. ouais.
Et je veux dire, même pour le même shooter à 3 points à 0, peut-être shooter à 3 points en tête de raquette ou shooter un mid-range à 45 degrés, bah, il sera peut-être différent le shoot. Mm. D'autant plus qu'il y a un défenseur qui arrive sur le côté, derrière ou devant. Donc c'est très compliqué en fait. Par contre, tu peux faire des principes. Carrie, par exemple, lorsqu'elle est venue sur notre stage en février, quand on l'a fait venir dans le cadre d'un Mm. stage transforming, Qui du coup, enfin, je me permets de te couper François, mais du coup, qui travaille pour la fédération écossaise, qui a été joueuse professionnelle aussi, je crois, en ouais, Allemagne. voilà, en Allemagne, en Australie, en Ouais. deuxième division, qui a joué à la fac au Canada, Mhm. et qui est une clinicienne transforming, qui fait partie des 4-5 coachs qui peuvent délivrer des cliniques et animer des stages bah, un peu partout. Euh, Elle n'a pas dit aux gamins, alors il faut shooter comme ça, elle dit, quand vous pensez à shooter comme une fusée en fait, pas faire l'avion, parce qu'on a tendance justement quand on shoot, par manque de force ou autre, et par manque de sensation du centre de gravité, à aller vers l'avant, pensez à une fusée. Une fusée, elle monte. C'est tout ce qu'elle leur a dit. Tu vois, juste une petite indication où ça va pas forcément changer le geste. Par contre, ça va changer l'ensemble de ta posture et de ton mouvement. Et donc, il va peut-être fluidifier ce mouvement, rééquilibrer ce mouvement. Mm. Oui, parce qu'au final, c'est plutôt un truc de... comment dire? Le tir, moi j'ai tendance à dire que souvent ce qui cloche le plus, c'est quand même du coup, c'est cette capacité motrice, tu vois, entre le bas et le haut du corps. Cette fluidité où, en fait, ce transfert d'énergie Voilà. cumulé entre réaction du sol, des jambes, il y a cette fluidité avec le haut du corps. Il y a un moment, ce côté, parfois, il y a ce décalage où j'appuie, je monte, je bloque, et puis après, je vais shooter. Donc, en fait, je perds toute cette cinétique, en quelque sorte. Et ça, par exemple, tu vois, c'est des choses que tu vas travailler en motricité. Mm. Parce que moi, quand je vois ça, c'est plutôt un problème de centrage, entre guillemets, de stabilisation au niveau du bassin, qui va permettre de ce transfert, en fait, d'énergie, de force, on appelle comme on veut, entre le haut et le bas. Ok. Ça, tu peux travailler sur des mouvements. Ouais. Mais... En croisé, par exemple. Et c'est là, c'est intéressant, et je pense que là, c'est l'avenir, c'est ça aussi, c'est que quel que soit le sport dans lequel tu travailles, il y aura besoin d'avoir des connaissances sur le corps humain, Mm. à minima. De comprendre, en tout cas, de comprendre le fonctionnement global et les enjeux qu'il y a derrière. Ouais. Parce qu'un enfant, par exemple, en repli défensif, tu dis regarde la balle, mais s'il est incapable en fait de courir en arrière et de lever la tête, il ne pourra jamais faire son repli défensif correctement, entre guillemets. Et là, par exemple, si je te demande comment tu développes le fait qu'il regarde et qu'il court en arrière en même temps, t'aurais un petit truc à nous donner? Euh, Reprendre le mouvement des. Enfin, moi, j'ai une routine. Je fais une routine de mouvement. On appelle ça. On entend beaucoup parler des réflexes archaïques en ce moment. Oui. Ça commence à être un peu galvaudé. C'est pas la solution miracle. Par contre, effectivement, parfois, on peut avoir des réflexes qui ne sont pas forcément intégrés ou qui, dans certaines situations, peuvent être perturbants sur le mouvement. Et le fait de faire une route. Alors après, tu as des accompagnants où ils vont vraiment entrer dans le détail et dans la profondeur du truc parce que ça a à la fois des implications motrices, mais aussi ça peut avoir aussi des applications cognitives et émotionnelles. Mais à notre niveau, rien que de faire une routine de mouvements globaux, comme je disais précédemment, où je travaille les retournements, les balancements, les mouvements croisés, une prise en conscience de la respiration, ça peut être suffisant pour travailler et pour moduler et façonner un peu cette motricité de base. Ok. Donc après, moi j'invite, il y a Original Strength qui fait partie de Monderson, qui est sur YouTube, qui propose plein de mouvements. Bon, c'est en anglais, mais c'est très visuel. Les gens peuvent s'en inspirer. Très simple. Ou rien que simplement faire du rampé, marcher à quatre pattes, allonger sur le dos, lever la tête, c'est des choses très simples. Mais en fait, si j'ai une bonne mobilité de tête, le reste va suivre, hein. Ouais. Ok, trop cool. Voilà, plein de petites choses. Après, on pourra en parler des heures, hein, mais Oui. Mais je pense on a sur Transforming et autres, on a un point qui était vraiment bien, qui était intéressant. En fait, c'est une approche du coaching. Tu me dis si je me trompe, mais euh, bon, c'est un mot que j'apprécie moi dans mon vocabulaire. Les gens qui me connaissent le savent, mais moi j'ai l'impression que l'approche Transforming, en fait, c'est une approche qui est douée de bon sens. je trouve, ouais. Tu vois. En fait, c'est juste que c'est du bon sens de dire ouais, enfin bref, que répéter Moi, la même chose. tu vois, je dirais, moi, humaine, Oui, ouais. parce qu'on considère l'individu. On ne considère pas. Moi, je fais parallèle pour le coup avec ma profession de kiné. Mhm. Je ne considère pas une épaule ou un cou, je considère un être humain en face de moi. Donc, même pour la même pathologie, peut-être, bah, j'aurai un abord totalement différent.
parce que tous ces enfants qui viennent à nos entraînements, ben, ils ont un environnement familial différent, ils ont un vécu différent, ils ont des compétences différentes. Et ça, en fait, en pouvant adapter, en prenant le temps en fait, d'observer, ben, tu vas vraiment essayer de t'adapter et tu vas pouvoir t'adapter au plus proche de chacun de ces enfants, quoi. Ouais, Et c'est pour ça que je dis humaine, bien. indépendamment du niveau. Indépendamment du niveau, c'est noté. Dernière question de ce gros corps de podcast. Après, on en aura d'autres qui seront un petit peu plus rapides. Mais bah, moi, je voulais parler un peu du club où t'es. Donc, Piegro-Laclastre, si je Ouais, prononce. Ok, c'est ça. cool. Ouais, j'avais noté, je me suis dit, celui-là, il faudra que je le place, mais bien. Donc, vous êtes passé, vous avez eu des articles dans les journaux notamment. Vous êtes passé aussi sur France Bleu, il me semble. Euh, La chaîne, enfin la radio locale de la Drôme. de la Drôme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ce que toi t'as pu mettre en place dans ce club? Du coup, bah forcément une coloration transforming, puisque bah, du coup c'est dans ce collège toi que tu évolues, en tout cas dans cette pensée basket là. Voilà, donc je voulais savoir si donc parler un petit peu du développement du club, peut-être qu'il y a eu une augmentation de licenciés, Mhm. et si tu sentais une adhésion forte à ce que tu faisais, et peut-être que tu avais aussi même des retours de parents, tu vois, pour mettre en lien ma méthode et ainsi de suite. Bon, alors, la question, je suis désolé pour les auditeurs, elle est assez peu structurée, mais je pense que Oui, non, mais j'ai je compris pense ce que que tu tu veux as dire. l'idée. Bon, c'est cool. Bah, déjà, je suis pas seul, hein. On est vraiment toute une équipe. Après le Covid, comme tous les clubs sportifs et associations, ça a été quand même assez compliqué. Donc, pour faire très simple, de mémoire, après le Covid, en 2021-2022, je crois, on est 40 ou 45 licenciés, et cette année, on est à 150. Moi, quand je reprends le coaching avec un de mes collègues, Jimmy, on est à 15, U9, U11. L'année dernière, on était à 50. Voilà, en 3 ans. Ok. On parle les chiffres. Donc, c'est pas mal. Surtout pour un club rural où à côté, il y a un club bien structuré, un peu plus important, avec plus d'équipes. Donc, oui, c'est bien. Après, au début, c'est jamais évident quand tu arrives avec quelque chose de nouveau, de changer ses habitudes. Donc, j'ai beaucoup partagé avec mes collègues. En plus, il y a un de mes collègues, Simon, depuis le début m'accompagne. Donc, lui aussi, on va dire, a été très vite sensibilisé à l'approche d'Alex et Transforming. Et puis là, au fur et à mesure d'avoir organisé en fait le stage en début d'année, là, en février 2024, avec Kerry, ça a vraiment permis en fait d'avoir pendant 2 jours complets, que ce soit pour mes collègues coachs et pour les parents, une vision en live de ce que c'est en fait l'approche. Donc, moi, je sais qu'en général, en début de saison, je fais une petite réunion très informelle, très vite avec les parents pour me présenter, parce que c'est toujours important de savoir qui s'occupe de tes enfants. Un peu ma pédagogie, je la présente de manière succincte, mais je leur dis qu'en gros, moi, gagner ou perdre, c'est pas ça l'important pour le moment. C'est le développement de l'enfant quand il vient à l'entraînement le soir, il est la banane et qu'il a envie de revenir, quoi. Et donc, ça prend du temps parce qu'on est tous à des investissements différents, ça reste du bénévolat. Et donc, comme j'ai fait avec toi, je partage aussi des articles et tout, que mes collègues lisent ou lisent pas, enfin, quand ils ont le temps, et puis on essaie vraiment d'échanger nos pratiques. Le but n'étant pas de changer tout, mais par contre d'essayer d'apporter cette petite coloration pour ouvrir d'autres pistes au final. Et puis tout doucement, le but n'étant pas que tout le monde fasse la même chose que moi, parce que c'est pas mieux ou moins bien quelque chose. Mhm. Peut-être apporter des variations. Et puis comme je te disais au début, c'est vrai que comme j'ai cette approche aussi par le soin, cette vision du corps humain, j'apporte aussi cette partie-là. Donc par exemple, avec mes collègues U15, U18, on avait mis en place une routine de mouvement qu'ils font avant chaque match. Tu vois, pour travailler à la fois au niveau du système nerveux et sur la motricité. Et toujours être dans l'explication. Après, les gens le prennent ou ils prennent pas. Le but, c'est pas de les convaincre. Ouais, mais c'est amener quelque chose derrière lequel tu peux expliquer le sens. C'est ça. Mais c'est vrai que d'avoir eu Kerry pendant 2 jours en direct, ça a vraiment permis de passer, on va dire pas étape suivante, mais de vraiment consolider en fait cette approche au sein de, je dirais, quasiment toutes les catégories.
Par curiosité, est-ce que du coup, pendant ce camp, il y avait des cadres techniques ou pas? Peut-être du comité, des choses comme ça? Non, j'avoue, j'ai j'ai un peu de mal. Je fais mes trucs dans mon coin. Alors, peut-être à tort, mais bah, je sais pas comment c'est chez toi. C'est vrai que de manière générale, quand tu es dans un environnement, moi je suis un peu nouveau dans le paysage local. Donc les articles dont je joue, etc., c'était pour faire parler du stage, pour essayer d'avoir des dons, pour présenter un peu l'approche. Et finalement, le stage, on l'a rempli quasiment à 90% qu'avec nos licenciés. Ok. Ah oui, effectivement. Donc, On n'a pas fait, j'ai pas fait on va dire de publication pour avoir d'autres, pour drainer autour des clubs. C'était une première, on ne savait pas trop où on allait. C'était vraiment une grande première pour nous. Donc, on a quand même eu des coachs, un ou deux coachs qui sont venus, un coach français qui était en région parisienne, rencontré au premier stage de Transforming en 2024 qui est venu. Coucou à Simon Carré, qui a pareil, une super approche. Et puis après, on a fait notre petit truc. Mais j'avais quand même été contacté par des coachs extérieurs, un coach d'Annecy, une coach du Liban qui était à fond transforming. Donc, le pouvoir des réseaux sociaux. ouais, mais donc tu as eu quand même des coachs Ouais, c'était chouette. J'ai eu des qui étaient curieux de venir voir comment ça se passait, quoi. exactement, ouais. Donc, j'espère cette année pouvoir le refaire, cette fois-ci sur 5 jours. Et là, oui, on va essayer d'ouvrir vraiment avec un clinique pour les coachs sur une journée entière Mhm. ou une demi-journée, et puis essayer d'ouvrir maintenant sur les autres clubs pour proposer quelque chose de différent. Le but, c'est pas d'adhérer complètement, mais de voir. Donc c'est Ouais, vrai que nous, pour un petit club comme le nôtre en milieu semi-rural, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Parce que, je te dis, cette année, on est 150 licenciés. D'être en contact direct avec Transforming, Alex, des coachs pros, c'est une super opportunité. Parce qu'on ne pourra pas emmener tous nos jeunes en Italie, ça a quand même un coût. Par contre, si on peut les faire venir ici, et moi j'ai cette volonté de dire, c'est pas parce qu'on est dans un club amateur, qu'on ne joue pas forcément au niveau, que les gens passionnés par ce sport, qu'on aime tant, puissent pas avoir accès à ce qui se fait en ce moment au niveau professionnel. ouais. Et ce qui est novateur en ce moment dans le milieu Ah, professionnel aussi, hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu à double tranchant. Il y a cette notion où c'est novateur dans le milieu amateur, mais c'est aussi quelque chose qui est en train d'être mis en place euh, hum. dans le milieu professionnel. Comme je disais, il y a ce côté humain qui est hyper important dans cette approche. Mm. Et on a besoin un peu plus d'humanité en ce moment. C'est important. Écoute, on a vraiment pas, on a un corps de podcast qui est assez riche, je pense. Donc ça, c'est chouette. Enfin, j'espère qu'il y a des entraîneurs qui nous écouteront, qui auront l'envie aussi de s'essayer à ça. On va passer, donc on a en gros, on a quelques questionnements, on va dire, de conclusion, mais qui vont nous prendre un petit peu de temps. Il y a une première chose, c'est un questionnement up-tempo. On va jouer un fort rythme. Donc en gros, je te pose des questions qui vont induire des réponses rapides. Ça peut être oui, non, vrai, faux, ou ça peut être une réponse qui est construite de ta part. Mais il faut qu'on essaie d'être Succinct. up-tempo. Après, si on ralentit un peu le jeu, c'est pas très grave. D'accord. La première question, c'est un entraîneur qui t'inspire. Un entraîneur qui m'inspire. Il y en a beaucoup. Quelques bits. Ok. Trois sports d'honneur pour le basketball. Je dirais que plein de sports peuvent être d'honneur, mais le foot, je dirais. Euh, un sport de combat, jiu-jitsu brésilien et badminton. Un exercice en 10 secondes là que t'aimerais recommander, dont on n'aurait pas parlé dans le Ah, podcast. dont on n'a pas parlé? Ouais. Oh là, tu me poses une colle là. Il faut que je me creuse la tête. Euh, un contre un, différentes positions, différentes épaules, enfin différentes positions du défenseur, épaule contre épaule, le défenseur derrière, enfin l'attaquant dans le dos du défenseur avec le ballon qui touche, dès qu'il n'y a plus de contact, il défend un contre un, limitation du dribble, finition obligatoirement dans la médaille d'or. Ok. Là, c'est moi qui vais faire une parenthèse, c'est moi qui vais ralentir le jeu. Mais en gros, dans ce qu'on disait, c'est la médaille d'or, c'est finition dans la zone de non-charge. C'est ça le smile. Moi, Voilà. argent, Médaille jaune d'argent, c'est tir et à 3 points. catch and shoot. Catch and shoot à 3 points. Et en gros, médaille de bronze, c'est tout ce qui est Et tir à 2 points. ce qu'ils appellent, on pourra en revenir, c'est un concept, ils parlent de floor is lava. Pour Oui, oublier, floor is lava, c'est-à-dire que quand tu reçois la balle entre les lignes à 3 points et la raquette,
c'est turnover, c'est perte de balle. Pour obliger en fait le joueur ou la joueuse, lorsqu'elle reçoit la balle, soit d'être en mouvement et de continuer un mouvement comme comment, comme Steve Nash qui continue à driver dans la raquette, mais pas de Ouais. s'arrêter. Parce que finalement, tu perds l'avantage que tu peux avoir. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a beaucoup cette notion dans Transforming de comment créer un. Est-ce qu'il parle de domino? Comment créer un Mhm. avantage? C'est-à-dire que j'ai un premier avantage, un deuxième avantage, et en fait, je garde cet avantage pour emmener le shoot le plus à forte, celui qui a le plus de valeur possible. Ouais. Ok, trop bien. Mais oui, effectivement, mais il y a plein de choses. Ouais, ouais. Tu sais quoi, on continue notre questionnement Voilà, up c'est ça. tempo et on se fait un petit retour après. Un pays dont tu penses qu'il faut s'inspirer en termes de pédagogie. Les pays scandinaves, ils sont à Euh, fond transforming et enfin, CLA de manière générale. une joueuse ou un joueur doué d'une grande adaptabilité, plutôt dans le milieu professionnel que ça parle à tout le monde. Hum, Kyrie Irving. J'avais le même en tête. Ça, c'est une question un peu plus kiné, mais est-ce que la rééducation est toujours un processus laborieux ou ça peut être quelque chose de fun et on peut s'amuser? Il faut que ce soit fun. Tout doit être fun. Ok. Il faut que ce soit fun, quoi qu'il arrive. Même si Euh, après, il y a des moments où c'est un peu moins agréable. pour mieux prévenir les blessures, il faut se préparer dans un environnement constamment en mouvement. Vrai, faux, oui, non, t'es partisan de ça Et ou pas? c'est par rapport à l'échauffement, tu parles? Ouais, par rapport à l'échauffement et même dans la rééducation, tu vois, c'était. En fait, la coloration, j'entendais Guillaume Alquier, le préparateur physique de Victor Wembanyama, dire que en fait, il s'entraînait dans des amplitudes, tu sais, qui correspondaient presque à la blessure, donc des amplitudes que tu vas. Ah, d'accord, par rapport à ça. Ouais, Ah oui, je pense qu'il faut ce qu'on appelle le ROM, le Range of Mobility. Il faut explorer le maximum de sa mobilité pour être capable, justement, si à un moment donné, pour X raison, je vais dans cette mobilité, et ben, être capable. Parce que le corps l'aura déjà expérimenté une fois. est-ce que la performance et l'entraînement ludique sont antagonistes? Non, je pense pas. On performe d'autant plus quand on a du plaisir, je pense. Est-ce que le sourire du pratiquant peut être un critère de réussite d'un entraînement? 200% oui. Est-ce que les capacités créatives des pratiquants dans un modèle d'entraînement, euh, on va dire ancien, sont inhibées d'après toi? C'est qu'il y a moins de place pour la créativité. Parce qu'on on arrive avec un prérequis, donc je dirais plutôt oui, mais tout dépend en fait de l'encadrant de l'éducateur. Un conseil que tu aurais à donner à ceux qui nous écoutent? Il faut continuer à s'informer, il faut continuer à être curieux et il ne faut pas hésiter à aller gratter ce que font les collègues. On a toujours à apprendre. Un bouquin à recommander? Par rapport au basket ou de manière générale, Comme tu veux. avoir le courage de ne pas être aimé. Ah, oui, j'en ai. C'est un livre japonais, non? Ouais, c'est sous forme de dialogue grec entre un peu le disciple et le maître sur la psychologie adlérienne. Formidable. Un film ou un documentaire à voir? Euh, il y en a tellement. J'adore Remember the Titan. Je verse ma larme à chaque fois. Mais ouais, ouais, c'est celui qui me vient là actuellement, en ce moment. Mais il y en a tellement d'autres. Sinon, un animé japonais. J'adore les animés japonais. Kuroko no Basket, qui est complètement fou, mais qui en fait sur certaines choses est hyper pertinent, quoi. Je sais pas si tu l'as vu, mais Non, moi j'ai vu Slam Dunk, j'ai vu le film, mais Kuroko no Basket, bah, c'est avec, si, c'est avec Shintaro Midorima, celui oui, qui tire. voilà, Kagami, etc. Mais il y a un truc, bon, c'est fun, mais il y a des trucs, moi, qui m'ont marqué, notamment, il y a un passage où ils vont faire un entraînement dans le sable, et en fait, ils parlent des appuis et tout, et je dis, waouh, qu'ils mettent ça dans un animé où c'est hyper pertinent. Ouais, C'est voilà. cool. Mais voilà, il est rigolo. En ce moment, je le regarde pour la troisième fois avec ma dernière fille, donc, donc je le connais un peu. Bah ouais, je me doute. Bon, trop bien. Bah on écoute, on a des recommandations, on sait quoi lire, quoi regarder. Et bah tu sais quoi, avant les dernières questions là, on peut revenir un peu là sur ce que tu disais, mais sur ces principes du coup de transforming, sur ces concepts un peu généraux. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler, notamment Floris Lava, la notion de domino et autres? Si t'as Ouais, envie comme ça, bon bah ça nous fait
On- Oui, en fait, il y a différents principes qu'Aliax a mis en place. Donc, le principe de domino, c'est de toujours créer un avantage. Et les grands principes, c'est que un défenseur ne peut pas garder deux joueurs. Donc, ça t'oblige, quand les enfants ont compris ça, bah, à écarter. Floor is lava. C'est-à-dire que le principe, tu ne peux pas recevoir la balle. Enfin, tu peux pas. Il faut éviter de recevoir la balle, en gros, entre à l'intérieur des 3 points et hors de la raquette, parce que c'est pas là où tu peux avoir les shoots les plus efficients. Et il faut que tu sois capable d'agir en 0,5 secondes. C'est le trois principes du domino Ok, pour créer un avantage. C'est-à-dire que quand je reçois la balle, j'ai une demi-seconde pour passer, tirer, shooter. Sachant que le basket, en général, ça reste. Alors, c'est ça qui est. Tu vois, moi, j'ai acquis ces notions il n'y a pas très longtemps, finalement, ce concept et cette compréhension. Mais en fait, il faut quand même jouer pour soi à la base. Mais c'est pas parce que je dis je joue pour moi que je reste dans un jeu individuel. Je vais jouer pour moi, ce qui va créer un avantage pour mes coéquipiers et mes coéquipières. Hmm. Et ça, tu vois, je trouve que la nuance est assez importante. Parce qu'on peut beaucoup tomber, surtout sur cette petite catégorie où alors, il faut jouer que le 1 contre 1, quoi qu'il arrive. Donc moi, j'ai déjà vu, même quand j'ai passé mon brevet fédéral, où en fait, tu joues sur deux axes, gros, un 1 et un 5 qui sont très forts, et puis les autres, c'est des faire-valoir pour faire les passes. Sauf que, et à l'inverse, non, il faut toujours partager la balle, et tu vas avoir des enfants qui, dès qu'ils vont avoir la balle, vont même pas regarder le panier, ils vont faire la passe. Donc toute la nuance, c'est de trouver l'équilibre entre, bah, c'est un sport, il faut que je joue pour moi, mais parce que je peux créer un avantage pour les autres. Et c'est Ouais. ça qui est pas évident à enseigner aux jeunes, quoi. Et en Donc plus, voilà, le domino, c'est vraiment les trois grands principes. Et ouais. après, tu as tout le vocabulaire qu'on retrouve aussi sur le vocabulaire pick and roll, etc. Mais les principes de jeu, en tout cas, c'est vraiment ça, quoi. Avec la médaille d'or, la médaille d'argent. Donc médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, floor is lava et le principe C'est vraiment de. les pros. Et puis après, il y a aussi ce côté, le BRAD. Alors, c'est un concept pareil scientifique, hein. Alors, je ne sais plus qui l'a fait. C'est back, rim and down. C'est que quand tu shootes, en fait, tu vas regarder l'arrière de l'arceau, enfin l'opposé de l'arceau du côté où tu te trouves. Donc si je suis Mhm. face, je vais regarder l'arrière. Si je suis à gauche, je vais regarder du côté opposé. Parce qu'en fait, statistiquement parlant, le fait de projeter ton regard vers ces zones-là va augmenter l'arc de ton shoot. Ok. Et donc, comme le shoot passe en arrière, tu as plus de chances qu'il soit réussi. Sachant que dans un arceau de basket, pareil, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, deux ballons de taille 7 peuvent rentrer en même temps. Ouais, oui, mais c'est grand, hein. Voilà, donc finalement, c'est pas si petit que ça, quoi. Ok. Et du coup, scientifiquement, c'est prouvé que regarder Il y a un le mec qui a fond de analysé, cercle. il y en a un mec qui a analysé tous les shoots, en fait, avaient un brad, en fait, soit ça faisait un switch, soit ça touchait l'arrière de l'arceau. Donc, D'accord. Bah moi, c'est écoute. un- c'est un- c'est du vocabulaire que j'utilise dès mes 11, en fait, le brad. Donc, ils savent ce que c'est le brad, ils savent ce que c'est le rob. C'est le rob, je leur dis souvent, est-ce que tu étais dans ton rob? C'est-à-dire que, est-ce que j'étais dans ces range, donc dans ma distance de shoot où je suis confortable? Est-ce que j'étais ouverte, open? Et le B, c'est balance, est-ce que j'étais en équilibre? D'accord. Et c'est que si tu coches ces cases, tu prends le tir. C'est ça. Et souvent, je leur dis, bah, juste est-ce que tu étais dans votre. Mettez-vous dans votre robe, donc elles savent. Et en jeu, parfois, s'il y a un shoot que j'estime, moi, en tout cas, pas forcément le robe, je lui demande. Et après, l'enfant, il me répond ou pas. Mais tu vois, ça permet ce côté où, en fait, on est dans un environnement horizontal, en fait, au niveau de l'entraînement. On n'est pas dans quelque chose de vertical où moi, je sais et eux ne savent pas. J'apprends aussi avec eux, parce que je m'adapte. Et c'est ça qui est fort, parce que ça crée du lien en plus. Parce qu'ils ne sont pas là que pour du basket. C'est important, je pense, de connaître les enfants en dehors de l'environnement. C'est important de s'intéresser à eux, de savoir ben, comment s'est passée la journée. Ça trouve, c'était, tu vois, j'ai des U13, donc transition en sixième, c'est pas évident. Le rythme de travail n'est pas évident. Donc, si quand il arrive et il est fatigué, bah, tu sais qu'à l'entraînement, ça va avoir une incidence. Peut-être sur son investissement, sur sa capacité d'exécution, sur sa fatigue. Donc, tu peux moduler. Voilà, trop bien. Mais en plus, c'est des choses qui. Enfin, je veux dire, même dans le monde pro, on en entend un peu plus parler, hein, de la co-construction, en fait. Bah, c'est ça, on n'est pas. En fait, on a toujours on a tendance à être monotâche ou monorôle, j'ai envie de dire. C'est pas un enfant qui veut faire du basket. Il vient avec plein d'autres choses. Moi, je suis pas juste un coach bénévole. Je viens avec plein d'autres choses. Toi, pareil. Donc finalement, c'est comment toutes nos facettes, on arrive à les mettre en relation bah, pour construire quelque chose
de convivial et de plaisant et de joyeux. 2 dernières questions, qui sont donc là, les questions qui commencent à être traditionnelles. Après quelques épisodes, il y a la question du contre. Donc, à quoi est-ce que tu aimerais mettre un contre? Voilà. S'il y a besoin de détailler un peu la question, parce que parfois elle peut être, elle peut, enfin la formulation peut surprendre, mais à quoi est-ce que toi t'aimerais mettre un contre? À quoi je voudrais mettre un contre? Nos collègues qui crient sur les enfants. Ça ne Je marche pense pas? qu'on ben, est-ce que nous, en tant qu'adultes, on se crie dessus? Comment on se sent? Ouais, tu te sens Pourquoi, mal, pourquoi ça marcherait sur un enfant? c'est vrai. Voilà. Et de considérer l'enfant comme un être à part entière en construction, où on peut lui apprendre des choses parce qu'on a une certaine expérience, mais c'est la différence se situe juste là, en fait. La passe décisive, à quoi, à qui, enfin là c'est vraiment assez libre, à qui, quoi, est-ce que tu aimerais faire une passe décisive? À tous ces gens comme toi, comme Alex, comme Andy, comme Kerry, pour citer que, comme Hugo Vincent, Process Corp, qui essaie de diffuser au maximum des choses un peu différentes, qui sont dans le partage et qui ont. Moi, j'apprécie beaucoup tous ces gens-là parce qu'on a une vision peut-être humaine du basket, dans le sens où il n'y a pas que la performance, il n'y a pas que le progrès, il y a ces dimensions globales qui nous réunissent. Et il y en a plein d'autres, là, qui sont dans ce côté-là, sans oublier, sans pour autant mettre de côté la performance. Mais on peut y rajouter, et je pense que Agassi, hein, il disait lors de sa première partie de carrière, il prenait pas le plaisir. Ouais, Agassi qui était un tennisman. Ouais, tennisman, André Agassi, ouais. Ouais, Et quand il est revenu après qu'il gagne Roland Garros, il explique en fait qu'il a commencé à prendre du plaisir très tard, et je pense que c'est important d'insister sur ça, quoi, sur ce plaisir. Encore une fois, quel que soit le niveau de pratique et le niveau d'exécution des gamins. zéro. Les sportifs de haut niveau, c'est 0,01 ou je sais plus combien, 1 Ouais, pour 16 000. Ouais, je crois que c'est dans le plaidoyer. Et puis là, derrière moi, j'ai entendu un truc aux États-Unis, c'est 1 pour 16 000. Donc on va pas sortir le prochain LeBron James, théoriquement. ouais. Puis On ne fait pas petit toi au mois des stats pour sortir le prochain LeBron James. François, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais un peu de route pour aller jusqu'à ton cabinet de kiné, Ouais. et que tu écoutais des podcasts pendant ce temps-là. Du coup, moi, j'ai envie de te demander qui est-ce que tu aimerais sur Atom Basketball pouvoir écouter là, en allant au cabinet le matin si tu devais mettre un podcast dans la voiture. Alors, si c'est anglophone, je te dirais Kerry ou Alex, ou George, il y en a plein d'autres, hein, mais pour citer que, en version anglophone, ils sont humainement très riches et au niveau basket, j'apprends tellement à leur côté. Et en français, Hugo Vincent de Process Corp, Ok, trop cool. que je découvrais, enfin, que je suivais un petit peu et on a pu échanger dernièrement pour d'autres choses et que je trouve assez exceptionnel. Ok, bah écoute, on va contacter. Si tu peux me mettre en contact avec lui, moi je suis preneur. Bien sûr, je peux mettre ça Ouais, en trop place avec bien. plaisir parce que c'est vraiment, il gagne à être connu dans le paysage français. Ok, bah écoute, Process Corp, prochain invité de Atom. Du coup, tu pourras l'écouter en voiture pour aller au Parfait. cabine. Bah François, écoute, je te remercie beaucoup pour ta venue sur le podcast. Je me suis régalé, c'était très riche. Voilà, on a eu l'occasion. Moi, je dis souvent qu'une bonne discussion, c'est fruit de digression. Je pense qu'on a digressé sur plein de sujets et je suis très content. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Moi, je te remercie beaucoup pour cette expérience. C'est des choses nouvelles pour moi et c'est vrai de passer dans ton podcast avec tous ces gens derrière qui sont passés. Enfin, ouais, je trouve ça amusant. Je pense avec beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir en tout cas. Et puis, si ça a pu aider, enfin, ou ouvrir des voies à des collègues sur comment on peut faire un peu différemment, le but, c'est pas de changer, c'est juste de s'ouvrir un peu, et ben, c'est déjà gagné, quoi. Bah, trop cool. Merci beaucoup, François. Je t'en prie, avec grand plaisir, Val.